Nous l'avions déjà évoqué depuis quelques épisodes. Nous nous préparions psychologiquement pour ce qui allait arriver, alors que rajouter quand nous y sommes enfin ? Il est des voyages qu'il nous est bon de terminer, d'autres que nous voudrions éternels. Celui-ci reste doux amer, partagé entre la fin d'une aventure remplie d'amour, de rire, de larmes et d'émotions, et la fierté et le bonheur de terminer ce périple au rythme effréné que nous nous étions fixés. Mais comme aurait dit un vieux magicien, la fin de ce podcast n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous le verrez, vous les verrez, les rivages blancs et au-delà, la lointaine contrée verdoyante sous un fugace lever de soleil. Car oui, cet épisode signifie-t-il vraiment la fin de cette émission ? D'autres contrées pourraient s'offrir à nous, d'autres rivages et d'autres familles et amis, de nouvelles peuplades, de nouvelles guerres, de nouveaux ennemis et même de nouveaux temps. Il sera temps pour nous de l'évoquer aujourd'hui. Alors séchez vos larmes, je le dis, nous reviendrons. Mais ce qui est sûr, c'est que nos amis hobbits, eux, ne reviendront pas. Il est temps aujourd'hui pour nous de conclure et de fermer le chapitre sur la communauté de l'anneau, sur l'aventure de Frodon aux doigts manquants et de Sam Gamgee le brave, de laisser partir Gandalf aux cheveux blancs, de dire adieu à nos filous de Merry et Pippin, l'amour fraternel et éternel du couple Gimli et Legolas, dire adieu au style et à la fougue de ce manipulateur affectif d'Aragorn, au tempérament et au courage indéfectible d'Éowyn, à la grandeur de Faramir et surtout au pagne révélateur et à la chevelure soyeuse du séducteur Gollum. Il est temps, tel des elfes, de quitter ce monde, cette époque, pour de bon. Alors merci à tous nos auditeurs et à ceux et celles qui ont rendu ce voyage encore plus intéressant, à toute cette troupe, que dis-je, cette armée de personnes qui chaque dimanche passaient un bout de trajet à nos côtés. Merci pour vos messages, vos encouragements, vos questions, vos réflexions, vos dons Tipeee. Merci à toutes et tous. Alors pour la dernière fois, pour le Seigneur des Anneaux, bienvenue dans les pages du milieu. Ah, ça y est, je pleure déjà. Je suis désolé, la qualité d'enregistrement de mon micro va être assez mauvaise. Je viens de le mouiller totalement de mes larmes. Oh, Je ne peux plus. tiens, un petit mouchoir, mon cher. Eh bien, Fix, Julien, comment allez-vous ? Bienvenue. Eh bien, ça va. Tu parlais de rideau de pluie grise qui laissait la place au soleil. Vivant en Belgique, j'attends avec grande impatience. Là, on a le rideau de pluie, mais pas le soleil. J'étais assez ému en me rendant sur ce lieu d'enregistrement. J'écoutais la musique qui accompagne la scène Dans notre studio. dans Les Havres Gris, dans le film de Peter Jackson, et j'étais assez ému. Et après, j'étais là. Et en fait, non, je suis pas si ému que ça parce que ce n'est pas tout à fait la fin de ce podcast. Ce n'est pas tout à fait la fin. Je n'arrive pas à être totalement ému. Je sais que ce n'est pas tout à fait fini. Et en ben, même temps, On y reviendra dans cet épisode justement, parce qu'hier je suis tombé dans un petit rabbit hole en voulant me renseigner sur un des petits personnages qu'on va rencontrer aujourd'hui. Enfin petit, le mot est faible. Grand. Et du coup tout un rabbit hole qui m'a emmené dans des temps illustres de la Terre du Milieu, et en tout cas de Arda même. Et oui, j'étais moins ému aussi parce que il y a beaucoup à aller voir dans tout ça. C'est clair, alors nous en parlerons évidemment plutôt à la fin de ce podcast. Évidemment, on prendra le temps d'évoquer la suite de cette émission. On a reçu énormément de messages, une foule de messages qui nous posaient la même question. Allez-vous continuer ? On peut déjà répondre oui, mais alors comment et sous quelle forme ? Nous vous en parlerons à la fin de l'émission. Alors restez avec nous, un petit teaser. Ce sera plus qu'en présentiel maintenant. On sera toutes les semaines sur la grande place de Bruxelles. Ouais, on a loué ou alors un auditoire, peut-être un auditoire à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles. un petit cote de temps en temps pour des épisodes spéciaux.
En fait, j'aimerais bien une fois faire un jour un épisode en live. J'y avais déjà pensé, mais... On y avait déjà pensé très tôt. Même il y avait une ouverture avec un des cercles de l'ULB. Puis on n'avait plus de nouvelles. Ils étaient partants pour, mais c'est vrai que même niveau logistique, ça aurait été quand même assez particulier vu tout le matos d'enregistrement qu'on a ici avec des ordinateurs. Ouais, c'est moyen de déplacer, mais ça aurait été intéressant. En live ou en présentiel, c'est encore en une chose live. différente. On aurait fait en live, on aurait pu avoir des questions d'auditeurs. Tout ça, on peut faire ici. Hein, mais... Ouais. Non, Oui. moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir vraiment des personnes. Après, le problème, je vous l'avoue, chers auditeurs et auditrices, c'est que vous êtes, en fait, pour la plupart français. On a une audience sûr, à 95% française, alors qu'on est belge, ce qui est étonnant. Mais en fait, finalement, ça change rien. On est sur les mêmes plateformes que les Français. Mais c'est vrai que, donc, en fait, si vous voulez faire un truc à Bruxelles ou quoi, je sais pas si on a beaucoup d'auditeurs bruxellois finalement. Faites-nous le savoir. Faites-le nous savoir, si vous êtes prêts à prendre un Thalys. Non, mais tu vois, si on arrivait à réunir, je sais pas, plusieurs dizaines de personnes, une cinquantaine de personnes. Ouais, c'est sûr. En tout cas, ce serait déjà largement suffisant. C'est et après, un live, on avait déjà pensé aussi, mais ça amène énormément de problématiques qui, en tout cas, au début du podcast, nous semblaient insurmontables. Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu plus faisable, mais voilà, je pense pas non plus que c'est nécessairement quelque chose qu'on a envie de faire pour ne pas vous faire des teasings inutiles. Mais on peut garder l'idée sous le coude, en tout cas, c'est envisageable, un jour peut-être. Sous une autre forme, peut-être aussi, une rencontre plutôt peut-être qu'un enregistrement. C'est envisageable. Vrai, pourquoi pas, hein. Si l'envie y est de votre côté, elle le sera d'une autre aussi. Pour partager sur ce magnifique univers. Mais comme tu dis, tout le monde est en France ou alors en Australie ou je ne sais où. Donc, en Nouvelle-Zélande, on en a quelques-uns, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ouais, en fait, on est vraiment un podcast international, c'est ça qui est magnifique. Écoutez dans les coins du monde. Ah là, bon, je sais qu'il va être temps de se lancer dans ce dernier chapitre, je le sais, mais ai-je envie d'y aller, ai-je envie de lancer cet épisode. Un petit chapitre, mais pas des moindres, évidemment. Il est relativement court, mais il est très beau. Oui, très court, mais du coup, on va prendre le temps de le narrer. On va profiter de ces derniers instants en compagnie de nos héros. Nous allons essayer de le narrer à la vitesse de Sylvebarbe pour en profiter encore plus. L'épisode fera 17 heures. Voilà. Et puis évidemment, on prendra le temps de répondre à quelques questions et de parler du coup de Círdan. J'ai spoilé. Tu as spoilé. Voilà, on est vraiment mauvais pour regarder les. On est très mauvais. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. J'ai failli le dire moi-même. Ce n'était pas un secret. Un petit dossier, en tout cas quelques informations que FX nous a concoctées. Et puis on parlera de la suite de ce podcast. Alors. Détendez-vous pour la dernière fois pour le Seigneur des Anneaux, mettez-vous dans votre lit, dans votre canapé, je ne sais pas quelle activité vous faites, il y en a beaucoup qui nous écoutent le dimanche matin, en s'occupant, en faisant leur petit déjeuner ou autre. Alors préparez-vous, détendez-vous, et je vous souhaite un excellent dernier épisode, tout cœur, et encore merci à toutes et tous pour ce chapitre 19, les havres gris. Le nettoyage de la comté prend moins de temps que ce que Sam pensait. Frodon a libéré tous les détenus des trous-prisons, dont Fredegar Bolger, qui n'est plus du tout Gros Bolger. Ah oui, d'ailleurs je pense que je ne l'ai pas dit dans le dernier épisode, dites-moi si je me trompe, mais les trous-prisons dans l'autre traduction s'appellent les troubliettes. Et je trouve ça quand même vachement stylé. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, les troubliettes. Donc notre cher Bolger a perdu tout son gras. Mais il est fin. Il est même très faible là, il a du mal à marcher. Et ce cher Bolger avait lui-même mené une troupe de rebelles face aux bandits. Ce fut ensuite au tour de Lobelia, qui paraît très maigre et âgée, mais qui insiste pour marcher toute seule lorsqu'on la sort de sa cellule sombre et étroite. Accrochée à Frodon d'une main et tenant son parapluie de l'autre, elle est acclamée lors de sa sortie. Il y a tant d'applaudissements et d'acclamations qu'elle est toute émue et s'en va en larmes. Elle, qui n'a jamais été appréciée lors de sa vie. Elle est bien évidemment accablée par la mort de son fils et ne peut même pas retourner à Cul-de-sac, qu'elle rend à Frodon avant de repartir chez les Sanglebucs, à Rocreux. À sa mort, à plus de 100 ans, elle lègue à Frodon, très émue par son décès, tout ce qui restait de sa fortune et de celle de l'Othon, pour venir en aide aux hobbits privés de foyer.
Ça, on le parlait déjà dans l'épisode 1 du prologue, que Lobelia allait en grande partie se faire pardonner, on va dire, faire amende honorable. Nous y sommes. Et donc voilà. Mais d'ailleurs, intéressant de noter parce qu'on a beaucoup parlé de cette question de la repentance dans le Seigneur des Anneaux, de la rédemption, ouais. Donc vraiment tous ces personnages à qui on propose plusieurs fois, on l'a vu, que ce soit à Denethor, que ce soit à Saruman, à Grima, à qui on propose même à Gollum énormément, à qui on propose vraiment de revenir du côté du bien, de se repentir tout simplement, et ils ne le font jamais. Et ici on a l'exemple de quelqu'un qui le fait, à l'inverse de ces personnages horrible, de quelqu'un qui toute sa vie a été exécrable, détestable, avec sa famille, avec son entourage, et qui finalement, dans l'adversité, va se révéler vraiment bonne, et va justement se ranger du côté du bien. Donc c'est vraiment c'est un exemple contraire à tous ces personnages mauvais qu'on a dans Le Seigneur des Anneaux, parce que je me faisais la réflexion, je me disais, mais c'est ouf, la possibilité de rédemption, elle est proposée à tout le monde, mais personne ne l'accepte. C'est un peu triste de la part de Tolkien de montrer que finalement personne n'est capable de faire le pas. Et puis en fait, si, il y en a des personnages qui le font, comme Boromir, en fait. Boromir, j'étais là en train de chercher, je sais qu'il y en a quelques-uns quand même. Et comme Lobelia. Et c'est ce qui définit beaucoup les personnages dans l'œuvre de Tolkien, surtout dans Le Seigneur des Anneaux, c'est leur positionnement, soit par rapport à l'anneau, le fait de le refuser va les définir comme des personnes bonnes, et aussi d'une autre façon, ceux qui vont accepter cette piste de rédemption, cet arc-là, qui vont se révéler être en fait des personnages salutaires. Ouais. Malgré ce qu'ils auront pu commettre dans le passé, on ne retiendra que la fin de cette charmante Lobelia. Ouais. Après, voilà, il faut accepter aussi qu'elle s'est rebellée, même si c'est son fils qui était chef des opérations, elle s'est rebellée quand même contre les bandits de base, les ennemis, donc ses ennemis aussi. Ouais. Mais je pense que le fait de sortir, voilà, peut-être qu'elle était probablement pas d'accord avec ce que son fils faisait, les bandits faisaient là, mais le fait d'avoir dit, d'avoir en fait été aussi chiant avec les bandits qu'elle a pu être chiant avec les autres, mais c'est surtout le fait de sortir et de voir en fait, ah ok, moi qui n'étais pas trop aimé, et c'est probablement ça qui pousse les gens dans leur retranchement et de garder cet aspect un peu néfaste. Le fait d'avoir été acclamé, elle s'est dit, ah ouais, ce que j'ai fait là, maintenant qu'on me donne un peu d'appréciation, je vais le rendre, surtout que j'ai plus mon fils, j'ai tout cet argent qui pourrait aider, donc voilà, comme ne quoi... Ne serait-ce pas que ça au final, elle avait besoin de se sentir aimée des autres hobbits. C'est à ça que j'arrivais, oui. Elle ne cherchait pas une quelconque récompense, mais elle s'est trouvée en fait adorée par sa prise de position, et elle s'est sentie tellement aimée qu'elle a voulu le rendre, cet amour. Ne serait-ce pas un message chrétien, Cyril? Ah si, tout à fait. Non mais comme quoi, un petit peu d'amour can go a long way. Le vieux Will Pied-Blanc, donc le maire de la région. Ah oui, d'ailleurs, j'avais une question. Quelle est la différence entre le maire et le Taïn? Le Taïn, c'est un peu le vieux, l'ancien, Ah bah tu me poses une colle. Le tahine, c'est ce qu'on met dans les plats marocains. On a déjà fait cette blague mince. La semaine dernière. Alors le tahine, après vérification, c'est une des deux personnalités politiques, on va dire, de la comté. Il y a le tahine et donc le maire de Grand Cave. Le tahine, c'est plutôt celui qui va diriger et gérer l'aspect, on va dire, militaire et des forces armée de la comté, bien qu'elle soit relativement inexistante et qu'il n'y ait pas eu de conflit en comté depuis des centaines d'années. C'est un peu plus un titre honorifique comme ça. Et c'est plus un titre honorifique, exactement. C'est ça, tout à fait. C'est plus un titre honorifique. Tandis que le maire de Grand Cave, lui, il est élu lors d'un banquet tous les 7 ans, lors du solstice d'été, lors du LITHE, L-I-T-H-E. Et lui, ce maire, c'est aussi un titre honorifique plus qu'autre chose. Lui, il est plus là pour gérer les petites affaires de la comté, et c'est surtout l'organisation de banquets et de soirées diverses et variées. Même s'ils ont aussi, il a aussi une certaine gestion de tout ce qui est des prairies et oui, parce qu'on va le voir de ici, shérif aussi. Les shérifs aussi. D'accord. Parce qu'on va le voir ici, bon, évidemment, il y a du pain sur la planche avec tout ce qui s'est passé, et le maire et pas que le maire dans cette situation, on y reviendra plus tard, mais va avoir un peu plus de boulot évidemment, parce qu'il y a tout le nettoyage à faire, etc. C'est ça, c'est surtout qu'en fait c'est des postes pour lesquels il y avait peu d'action auparavant, mais que maintenant, d'autant plus qu'on a un de nos hobbits qui va se retrouver maire prochainement,
En tout cas, encore un spoil. Pas dans Le Seigneur des Anneaux lui-même, mais par la suite, qui se retrouvera maire de la comté. Lui, il va beaucoup œuvrer pour faire de la comté une contrée encore plus florissante, avec des jardins magnifiques, des pelouses verdoyantes, mais bien comment taillées. va-t-il faire? Mais enfin, dit. C'est peut-être ainsi que la magie des elfes pourrait opérer. Oh. Qui sait? Donc, pour en revenir à notre cher Will Pied-Blanc, le maire de Grand Cave, qui est celui qui est resté en prison le plus longtemps. Hein. Il est en mauvais état. On l'appelle Pied Noir depuis d'ailleurs. Il a les pieds tout sales. Il lui faudra juste un bon bain, donc on l'a appelé Pied Noir pendant une demi-journée. Mais il ne venait pas d'Algérie. Il lui faudra... Les Français comprendront mieux cette référence. Non, j'ai aussi, t'inquiète pas, mais il m'a fallu le temps. Il lui faudra du temps avant de reprendre son poste. Et prend donc Frodon comme adjoint. C'était en fait ça le spoil dont je parlais il y a quelques secondes. Et le seul acte de Frodon en tant qu'adjoint sera de ramener les shérifs à leur fonction et à leur nombre normal. Donc voilà. Au final, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de travail à faire, mais je vois que la phrase d'après, c'est que Frodon n'a pas eu grand-chose à faire. La tâche de débusquer les derniers bandits est laissée à Merry et Pipin. Les bandes du Sud s'enfuient du pays et offrent peu de résistance aux Taïns. Comme quoi, finalement, le Taïn a bel et bien été à l'œuvre ici. Il a géré les armées des Hobbits, quoi, Ouais. enfin, les groupes armés. Mais comme la plupart de la guerre a été faite au final par Merry et Pipin Oui. dans le dernier chapitre... En tout cas, il a été chercher ceux qui s'enfuyaient, quoi. Je les imagine bien tous les deux, chacun d'un côté, à courir un peu comme des dingues avec leur corps du Rohan, à souffler comme des malades. Ah, mais, Le corps qui quand même instigue la peur chez son ennemi. Donc, ouais, non, mais en plus, j'ai monté l'épisode de la semaine dernière, là, hier, avant de... Bon, ouais, c'est un peu bizarre pour vous, les auditeurs, vous avez déjà entendu cet épisode, mais qui n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre cet épisode. Okay. J'ai monté l'épisode qui est sorti dimanche dernier, hier, avant cet enregistrement, et je me suis rendu compte qu'il y a un nombre incalculable de corps dans cet épisode, mais tout le temps, il n'arrête pas de souffler dans des corps. Ouais. Tout le temps. Donc en fait, vous avez dû entendre un nombre incalculable de corps. Je suis désolé, c'est dans la narration. Je les ai mis à chaque fois. Moi, j'imagine parfois, je sais que le corps du Rohan est quand même dans l'imaginaire, c'est celui des films de Peter Jackson, mais parfois j'aime bien m'imaginer que c'est peut-être un son vraiment beaucoup plus effrayant, comme celui, j'ai déjà vu des vidéos comme ça sur Instagram, où il te montre des corps Vikings ou Celtes. Ouais. C'est parfois des énormes tubes qui tiennent en hauteur et qui font un cri. T'as vraiment l'impression que c'est l'armée de la mort qui apparaît. Ils mettent en légende, imaginez, c'est ce que les Romains entendaient avant de se faire défoncer. T'es là, attends, déjà on va se calmer, les Romains ils se faisaient défoncer par personne. Mais c'est vrai qu'une petite compagnie de Romains perdus dans une forêt allemande à l'époque, s'ils entendaient ça et qu'ils voyaient des mecs à poil en pagne, tout peinturlurés de partout, avec des gros gourdins ou des épées celtiques débarquer sur eux avec ce bruit-là, et les tambours aux quatre coins des bois, ça devait faire un petit peu peur. Je vous conseille la série Barbarians. Barbarians. Très bonne série. En tout cas, la saison 1 était excellente, la 2 j'ai pas encore vu. Un petit peu moins bien, mais toujours très agréable à regarder. Mais la première, je la conseille. Qui était jouée d'ailleurs en latin. C'est joué il parle en latin et les Germains en allemand, donc c'est extrêmement bon pour. Après, l'immersion est plutôt bonne. Historiquement, il y a probablement des grosses libertés dans les combats et tout, mais très très chouette. Mais du coup, oui, ces corps instigent un. C'est vrai que j'ai vu aussi ces vidéos, c'est vrai que c'est assez effrayant. Et c'est vrai que si je devais faire une adaptation du Sac de la Comté, je ferais. Tu m'y fais penser, hein, donc c'est plus ton idée que la mienne, mais mettre aux corps normaux un son assez traditionnel et au celui du Rohan qui est censé justement instiguer la peur. Bon, il y a un petit côté magique, hein, qu'on se le dise, la peur chez l'ennemi et le courage chez l'ami. Un bruit assez plutôt presque paranormal, ça pourrait être très intéressant. Enfin bon, avant la fin de l'année, les quelques survivants, on parlait donc des bandits, sont encerclés dans les bois et ceux qui se rendent sont reconduits aux frontières. Les travaux avancent rapidement. Les hobbits peuvent travailler comme des abeilles quand l'humeur et la nécessité les prennent. Tous viennent aider, jeunes comme plus âgés, garçons comme filles, et avant décembre, aucune des maisons édifiées par les bandits ne tiennent encore debout, et leurs matériaux servent à réparer les vieux trous et à les rendre confortables. On découvre de grandes réserves de marchandises, de nourriture et de bière que les bandits avaient cachées de sorte que les fêtes de fin d'année sont bien plus joyeuses que personne ne l'avait espéré. À Hobbitpour, on répare le chemin des trous du talus, la sablière est aplanie et transformée en jardin, abrité, et de nouveaux trous sont creusés. Le numéro 3 étant rendu à l'ancien qui dit souvent « Quelque chose malheur est bon, comme je l'ai toujours dit, et tout est bien qui finit mieux ». Il y a quelques discussions sur le nom à donner au nouveau chemin.
On pense au jardin de la bataille ou au meilleur Smial. Mais à la manière raisonnable des hobbits, on choisit le chemin neuf. Cela reste une plaisanterie tout à fait dans le goût de l'Éso de le désigner sous le nom de cul de charcou. Comme c'est fin et subtil. Ouais. Les plus grands regrets sont par rapport aux arbres disparus, qui attristent Sam plus que tout. Il faudra naturellement plusieurs générations pour retrouver de beaux grands arbres. Mais Sam se souvient enfin de son cadeau galadrielesque. Sa petite boîte de graines. Il la sort et la montre aux autres voyageurs, car c'est ainsi que tout le monde les appelle à présent. Ils viennent les voyageurs. Ouais, c'est ça. Je me demandais quand tu y penserais, dit Frodon. Ouvre-la. À l'intérieur se trouve une fine poussière grise et une graine semblable à une petite noix à la coquille argentée. Mais que puis-je faire de ça ? Dit Sam. Jette-le en l'air par un jour de vent et laisse-le faire son heure, dit Pipin. Sur quoi ? Choisis un endroit comme pépinière et vois ce qui arrivera là aux plantes. Mais je suis bien sûr que la dame n'aimerait pas que je garde tout pour mon propre jardin, maintenant que tant de gens ont souffert. Fais appel à toute ta tête et à toutes tes connaissances personnelles, Sam. Puis utilise le don pour aider à travailler et l'améliorer. Et emploie-le avec parcimonie. Il n'y en a pas beaucoup et j'imagine que chaque grain est précieux. Sam fait donc des plantations à tous les endroits où les arbres particulièrement beaux ou aimés ont été détruits et il place un grain de la précieuse poussière dans la terre à la racine de chacune. Il fait ça dans toute la comté avec une attention spéciale pour Hobbitbourg et les eaux. À la fin, il lui reste une petite quantité de poussière. Il va donc à la pierre des 3 quartiers, qui est à peu près au point central de la comté, et la jette en l'air avec sa bénédiction. La petite noix d'argent, il la plante dans le champ de la fête, où l'arbre se trouvait autrefois. Il lui faut patienter difficilement tout l'hiver, mais au printemps, ses espoirs les plus fous sont dépassés. Des arbres se mettent à pousser comme si le temps, pressé, voulait faire en un an l'œuvre de 20. Dans le champ de la fête, jaillit un jeune arbre magnifique. Il a l'écorce argentée et de longues feuilles, et en avril, il se couvre d'une floraison dorée. C'est en fait un malorne, et il fait l'émerveillement de tout le voisinage. Dans les années suivantes, alors qu'il croît en grâce et en beauté, il devient connu partout, et les gens viennent le voir de loin. C'est le seul malorne à l'ouest des montagnes et à l'est de la mer, et l'un des plus beaux du monde. 1420 est une merveilleuse année pour la comté, avec un soleil magnifique et une pluie délicieuse au moment opportun, ainsi qu'un air de richesse et de croissance et un rayonnement de beauté surpassant celui des étés mortels qui vacillent et passent sur cette terre du milieu. Tous les enfants nés ou conçus en cette année sont robustes et beaux, et la plupart ont une riche chevelure dorée, rare auparavant parmi les hobbits. Il y a une telle abondance de fruits que les jeunes hobbits baignent presque dans les fraises à la crème, et après ils s'installent sur les pelouses sous les pruniers et mangent jusqu'à élever des monceaux de noyaux semblables à des petites pyramides ou des crânes entassés par un conquérant. Ce sont les mots de Tolkien, pas les miens. Personne n'est malade et tout le monde est heureux, sauf ceux à qui il revient de tondre l'herbe. Eh bien, franchement, les hobbits, ils ont droit à de la petite poussière qui se met dans l'eau et dans l'air et qui rend tout le monde heureux, qui fait pousser les fruits. Alors que nous, en Belgique, des produits toxiques qui vont se mettre dans l'eau. On a le droit à des produits toxiques cachés par le gouvernement qui nous donnent le cancer et qui détruisent nos enfants. Et on peut plus manger les œufs de nos poules. Tu vois la différence. Le Mordor a fait son œuvre. Moi qui pensais qu'on était en comté, ici, pas du tout. Pas du tout. Ouais, après, moi aussi, je veux bien aller disperser un peu d'amphétamine un peu partout dans Bruxelles, ça fera le même effet. Hein. En fait, je les vois venir, hein, les hobbits. Là, mais ça, c'est déjà le cas, tu sais, quand tu regardes les eaux usées de la région d'Anvers, je crois que c'est la région d'Europe où il y a le plus de cocaïne présente dans l'eau. Donc visiblement, il y a une certaine poudre, en tout cas magique, qui est à l'œuvre en Belgique, là, mais pas une qui fait pousser l'herbe. Là, tu sais, t'as la vraie vision de la comté qui est toute grise, avec juste des hobbits en train dans de les se coins, piquer, tu vois, comme ça, avec des grosses cernes, ils sont là. Ouais, ils sont trop beaux tes cheveux. Mon précieux, mon précieux. Oh, regarde le bel arbre, et t'as un vieillard tout cramoisi, tu vois. Il est magnifique. Ils sont en train de courir dans les champs dévastés avec un vieux pipeau de bois en train de courir après des ennemis invisibles. Mais vous attrapez, revenez. Il y en a 4 au milieu qui sont là. Moi j'ai vu le roi, hein. Et moi j'ai détruit un anneau. De quoi il parle lui? L'Obélia, en fait, elle a 25 ans, elle est juste complètement défoncée par l'héroïne, avec son vieux parapluie. Les troubliettes, ils les ont fait tout seuls, tu sais, c'est vraiment les vieux tunnels dans les villes, là. Où... c'est horrible. Et ça me fait penser à une photo comme ça, un espèce de petit dessin où tu vois justement
Ça, c'est pas... Enfin, notre petite référence à Harry Potter. Ah, enfin, une dernière. Certains d'entre vous ont probablement vu cette image, c'est un peu de là que me venait cette blague, mais Harry Potter qui est à Hogwarts et tout machin, et puis en fait, tu les vois... en réalité, en fait, ils sont toujours à Londres, ils sont justement tout défoncés, et quand ils caressent un animal magique, en fait, c'est juste un vieux chien tout malade. Non, mais en vrai, quel effet quand même, cette magnifique poudre qui est répandue partout dans le pays. Comme quoi, tout ce qui avait été annoncé et donné il y a de cela déjà plus de 2 romans, ça avait un but bien précis, ce serait utilisé à ce moment-ci, rien n'était vain, rien n'était inutile, tout avait été pensé. On revient ici... Enfin, Gandalf sait beaucoup de choses, mais Galadriel en sait tout autant. On se le dise. Bien sûr. Donc on revient à ces pouvoirs en fait de Galadriel et de certains elfes, de beaucoup d'elfes d'ailleurs. Enfin de beaucoup d'elfes, je ne sais pas, mais son miroir révèle beaucoup de choses, des choses qui furent, des choses qui sont, et certaines choses qui ne se sont pas encore passées. Ouais. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on avait parlé de ça dans un des épisodes précédents, quand oui, c'est ça. Quand Elrond, Elrond, Gandalf et Galadriel et Celeborn discutent à 4 et ils discutent complètement télépathiquement. Je sais pas si ça avait été remis dans les... Oui, on en avait parlé. On avait parlé longuement. On s'était arrêté dessus, pas longuement, mais on s'était arrêté dessus pour noter effectivement qu'ils discutaient leur capacité, ses capacités hors du commun. Ouais, c'est vrai. Enfin soit. Reprenons notre petit parcours de la comté. Car dans le quartier sud, les vignes sont chargées de raisins et la récolte de feuilles est étonnante. Les granges sont bourrées et l'orge du quartier nord est si belle que l'on se souvient longtemps de la bière du Malte de 1420 qui devient proverbiale car une génération plus tard on peut encore entendre dans quelques auberges un vieux reposer son pot après une bonne pinte de bière en soupirant « Ah, c'était du vrai 1420 ça !» Sam demeure d'abord chez les Chaumines avec Frodon, mais quand la nouvelle rue est terminée, il s'y installe avec son père. Sam est fort occupé, il supervise le nettoyage et la restauration de cul-de-sac, mais part aussi souvent dans la comté pour ses travaux de sylviculture. Il n'est donc pas chez lui début mars, et n'apprend pas que Frodon est tombé malade, le 13 de ce mois. Le fermier Chaumine trouve Frodon étendu sur son lit. Il serre dans le creux de sa main une gemme blanche suspendue à une chaîne autour de son cou et semble rêver à demi. « Ah, un Silmarillion !»« Il est parti à jamais, » répète-t-il. « Et maintenant tout est sombre et vide. » Mais l'accès lui passe finalement et quand Sam rentre le 25 mars, Frodon est entièrement remis et ne lui dit rien de son état. Entre-temps, Cul-de-sac a été remis en ordre et Merry et Pipin arrivent de Creux de Crique avec tous leurs effets et leurs anciens meubles. Si bien que le vieux trou retrouve très vite son aspect d'antan. « Quand viens-tu habiter avec moi ?» demande Frodon à Sam. « Tu n'es pas obligé d'emménager tout de suite si tu ne veux pas. Mais tu sais que l'ancêtre reste tout près, et la veuve Rombelle va très bien s'en occuper. » Mais c'est pas ça qui retient Sam. Son visage s'empourpre et à demi-mot, il avoue que c'est Rosie Chaumine qui le fait hésiter. Il explique qu'il a l'impression d'avoir perdu un an et qu'il veut peut-être maintenant rattraper ce temps perdu. Je vois, dit Frodon. Tu veux te marier et tu veux aussi vivre avec moi à cul-de-sac. Mais mon cher Sam, quoi de plus facile ? Marie-toi au plus vite, puis emménage chez moi avec Rosie. Il y a assez de place à cul-de-sac pour toute ta famille, aussi grande que tu le désires. Ouais, non, en fait, je veux juste me marier avec Rosie, je veux pas vivre avec toi, Frodon. Laisse-moi venez habiter à la maison. Ah non, j'ai compris, Sam. En fait, t'as envie de quitter Rosie pour moi. Non, mais j'ai compris. Non, c'est pas ça, monsieur Frodon, c'est juste que, en fait, je voudrais juste être avec Rosie. Oui, ça va, j'ai Regarde, compris, Sam, j'ai déjà arrangé la chambre. Il y a un lit pour Rosie et un pour toi et moi. Comme quand on était dans le Mordor à deux, tu te souviens, Sam ? Arrêtez de blasphémer sur ces deux héros. Tu te souviens de ce long tunnel noir et de l'araignée ? Mais il n'y avait pas d'araignée, monsieur Frodon. Sam, arrêtez là. Il y avait un long tunnel noir. Non, arrêtez là. Et tout se passe ainsi.
Sam épouse Rosie Chaumine au printemps de l'an 1420 et il s'installe à cul-de-sac sous l'insistance de Frodon. C'est moi qui rajoute. Mais je trouve ça particulier, enfin, je vais y revenir un peu plus tard parce que c'est un peu particulier leur relation, je trouve, à Frodon et Sam. Frodon qui veut garder un peu sous sa botte, un peu sous son crochet, Sam, comme le faisait Aragorn avec Éowyn. Je sais que c'est pas l'intention de Tolkien, mais moi ça me donne un peu cette impression. D'autant plus que Frodon a l'air par moments assez rêveur, malade et très distant à ce qui se passe, donc ça paraît étonnant qu'il veuille peut-être, soit parce qu'il veut encore profiter de Sam avant de partir, parce qu'il sait qu'il va devoir partir, soit parce que, je sais pas, un petit jeu pervers de la part de Frodon. Mais par contre, la chose sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est que ce n'est pas spécifié, en tout cas tel quel, mais on est bien d'accord que la maladie que vit Frodon en cette fin de mois de mars, c'est parce que cela fait cela fait 1 an qu'il a été poignardé au Mont Ventoux, c'est pas pour ça ? Oui, à peu près, oui. C'est une sorte d'anniversaire et du coup sa blessure le fait encore revivre une certaine fièvre, c'est pour ça ? Pour moi, c'est plutôt le mal que l'anneau, de manière générale, a fait. Et donc, mais non, c'est ça, c'est parce que l'anneau a été détruit 1 an, c'est pas par rapport à sa blessure, tu as raison. C'est tout. Moi, c'est le fait qu'il est presque spectral, et c'est la raison pour laquelle il partira à Valinor, parce qu'il n'a tout simplement pas... En fait, il fait des allers-retours entre le monde spectral et le monde physique, si on veut. Et quand Sam rentre le 25 mars, pourquoi préciser la date ? C'est parce que le 25 mars, c'est le jour où a été détruit l'anneau, et donc c'est le jour où Frodon est remis en un coup, il va de nouveau mieux. On est déjà 1 an après la destruction de l'anneau. Déjà 1 an, oui. Mais ils sont restés longtemps à Fontcombe, faut pas oublier. Tout leur retour a pris déjà plusieurs mois, et à Fontcombe, ils sont restés aussi plusieurs mois. Ils sont revenus à la fin de l'été en comté, donc... Et là, le nettoyage de la comté... Et ça a pris du temps aussi. Clairement. Ça a pris ouais. Oui, en soi... La remise à neuf, en tout cas, a pris un certain temps. Il y a les combats qui a pris quelques jours. Puis après, il y a tout l'attente de la pousse des arbres, etc. Ouais. Quelle angoisse. Déjà 1 an, donc ouais, c'est ça. Et donc Sam épouse Rosie Chaumine, comme je le disais, au printemps de l'an 1420, et il s'installe à cul-de-sac. Et si Sam s'estime chanceux, Frodon sait qu'il n'est lui-même pas en reste, car aucun hobbit dans toute la comté n'a droit à autant de prévenance que lui. Tu m'étonnes, il prend son serviteur avec lui, avec sa famille. Tu m'étonnes qu'il a droit à de la prévenance. On comprend pourquoi il fait ça. On comprend pourquoi les saquets de besace avaient la besace la plus remplie. Hein. Ils avaient toujours des bons amis serviteurs. Une fois tous les travaux terminés, ou du moins mis en route, Frodon adopte une existence paisible, passant beaucoup de temps à écrire et à relire ses notes. Il quitte même ses fonctions de maire adjoint à la mi-été. Merry et Pipin, quant à eux, vivent quelque temps ensemble à Creux de Crique et font beaucoup d'allées et venues entre le pays de Bouc et Cul-de-Sac. Ils font grand effet dans la comté avec leurs chansons, leurs récits et leurs parures, sans oublier leurs merveilleuses fêtes. On les qualifie de princiers car tous les cœurs se réchauffent à les voir passer à cheval avec leurs si brillantes mailles et leurs boucliers si somptueux, riant et chantant les airs des pays lointains. Et s'ils sont devenus de grands et magnifiques personnages, ils demeurent inchangés par ailleurs, avec la courtoisie et la jovialité plus présentes que jamais. Frodon et Sam, eux, reprennent toutefois un habillement ordinaire, sauf en cas de besoin où ils portent de longues capes grises, finement tissées et fermées à la gorge par de jolies broches. Et Monsieur Frodon porte toujours sur une chaîne un joyau blanc qu'il a coutume de tripoter entre ses doigts. Vieille habitude, s'il en est, de son anneau. On parlait de l'anneau, évidemment, oui, tout à fait. Et puis... J'étais encore resté sur l'image de Frodon en train de tripoter quelque chose. C'est le dernier épisode, Julien est en... Ok, j'arrête, je me tais. Je ne cautionne toujours pas. Pour votre plus grand plaisir. Mais cela va vous manquer d'une certaine façon. Je sais, tout le monde on nous dit dans les messages que les blagues de vaseuse de Julien font grand effet, donc il ne s'en prive plus. Je suis resté trop longtemps dans le marais des morts, c'est pour ça que je suis si vaseux. Joli. Non mais évidemment. Je préfère celle-là par exemple. Le joyau blanc qui est donc l'étoile d'Arwen, le joyau d'Arwen qu'elle lui a donné. Et qui est le joyau qu'on voit dans les films qui est donné à Aragorn, on l'avait dit, toutes ces confusions avec les objets d'Aragorn et d'Arwen dans les films qui est d'une certaine manière aussi son token, son petit jeton qui lui permettra de partir après des Havres Gris vers les terres immortelles. Vous avez votre jeton ? Merci, rentrez dans le bateau. Toutes choses vont bien à présent et Sam est aussi comblé qu'un hobbit peut l'être. Rien ne vient assombrir cette année hormis une vague inquiétude au sujet de son maître. Frodon délaisse tranquillement toutes les affaires de la comté et Sam est peiné de voir le peu d'honneur qui lui est rendu dans son propre pays. Peu de gens savent ou veulent savoir ce qu'il a accompli et quelle aventure il a vécue. Leur respect et leur admiration vont surtout à Pipin et Merry et, sans qu'ils le sachent sans doute, à Sam lui-même.
Ça, c'est intéressant, hein. Effectivement, vu que Merry et Pipin, ils ont fait le sac de la comté, qu'ils se sont montrés vaillants, que Sam, on a beaucoup parlé de ses exploits, et puis que Merry et Pipin, ils se baladent à cheval avec leur belle parure, on a l'impression que c'est eux les héros du bazar. C'est vraiment les chichos de la comté. Ils sont là avec leur chemise ouverte, tu sais, et leur gel dans les cheveux. Ils sont là. J'avoue que je suis un peu triste qu'il n'y ait pas eu une petite apparition royale de la part d'Aragorn, surtout qu'on est littéralement, on est déjà un an après. Je sais qu'il a dû probablement beaucoup de travail à Minas Tirith, mais oui, allez, quand il part en Arnor refaire son royaume, avoir dans les livres Tolkien qui nous dit, voilà, il passe avec toute son... il le fera probablement. Oui, mais pour aller voir spécifiquement Frodon, quoi. Je préférais plus l'imaginer se revêtir de ses vêtements de rôdeur et venir incognito à Brie, et que là, il retrouve les hobbits. Ouais. Ce serait encore plus sympathique. Ça aurait été plus mignon, mais j'aurais pas eu ce truc de... Tu vois, tout le monde qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Frodon répond à sa porte. Enfin, tout le monde regarde avec Aragorn en mode... le roi, littéralement, du continent qui s'incline devant lui. Moi, je l'imagine plutôt venir avec ses habits de rôdeur, mais en dessous, sa belle tenue, et en profiter pour l'enlever au ralenti au poney fringant exprès, tu vois, pour se la péter un peu. Parce qu'on sait très bien qu'il sait très bien le faire. Et puis appeler Éowyn, t'as vu? T'as vu Éowyn? Est-ce que Faramir il a cette tenue? Non. Est-ce qu'il a des gros bras comme moi? Non. Non, mon roi, vous avez les plus gros bras. Aragorn. C'est quand même con, Éowyn. Alors c'est bien avec Faramir. C'est bien. Parfois j'y repense, tu sais. Ah Arwen, viens ici. On a perdu Cyril, on l'a perdu. Aragorn le toxique qu'on l'appelle. Aragorn le toxique. Mais à l'automne, réapparaît l'ombre de vieux soucis. Un soir, Sam entre dans le bureau et trouve son maître très étrange. Il est pâle et ses yeux semblent voir des choses lointaines. « Qu'avez-vous, monsieur Frodon ?» demande Sam. « Je suis blessé. » répond-il. « Blessé. Je ne guérirai jamais réellement. » Nous sommes le 6 octobre. 2 ans plus tôt, ce jour-là, il faisait noir dans le vallon au pied du Mont Venteux. Et voilà, j'ai essayé d'aller plus vite que la musique, et effectivement, c'était à ce moment-là que c'était un souvenir du moment où il s'est fait blesser par le roi sorcier, et non pas le 25 mars, où c'était le souvenir de la victoire sur l'anneau, justement. Et il avait déjà eu, 1 an auparavant, ces souvenirs lorsqu'il revenait justement avec Gandalf, c'est dans le chapitre précédent ou 2 chapitres avant, quand ils reviennent avec Gandalf et qu'ils passent devant le Mont Venteux avec la compagnie. Oui. Et il est dit qu'il demande à ses amis de se presser et de ne pas rester longtemps là, et qu'il est malade pendant un jour. Donc voilà, en fait, chaque année, le 6 octobre, il a ses réminiscences, et sûrement un peu avant le 25 mars, il a la maladie qui revient due au fait qu'il est passé dans le monde spectral à un moment. Oui. Et que les derniers jours étaient particulièrement éprouvants au Mont Destin. Et donc il guérit le 25 mars, en fait, le jour où il a détruit l'anneau. Vraiment comme le syndrome d'un stress post-traumatique. Le repasser devant un endroit où il a vécu un trauma, ça lui fait remonter une grande douleur. Et puis la date anniversaire aussi, la simple connaissance ou évocation de cette date, son corps réagit et encore cette séquelle en lui qui se ravive chaque année. Des jours passent et 1421 arrive. En mars, Frodon est de nouveau malade et il le cache à grand-peine car Sam a d'autres préoccupations. Je veux juste revenir sur cette date. Je vous rappelle que 1421, c'est le décompte des années en temps Hobbit. Nous sommes en 3000 passés en calendrier classique. Donc, Sam a d'autres préoccupations. Son premier enfant est né le 25 mars, une date que Sam ne manque pas de remarquer. Le 25 mars, qui est donc l'anniversaire de la destruction de l'anneau, et son enfant naît à cette date-là 2 ans plus tard. C'est pour ça que son enfant s'appelle Unique. L'anneau. Sauron. Unique l'anneau Sauron. Unique l'anneau Sauron. Papa, pourquoi tu as appelé ma sœur Rose? Parce que ta maman adore les roses. Sauron. Donc Sam annonce à son maître qu'il voulait lui donner le nom de Frodon à son enfant, mais que malheureusement son enfant est une fille. La plus jolie petite fille que Sam ait jamais vue, mais il ne sait quel prénom lui donner. Frodon lui conseille alors de choisir un nom de fleur, comme le veut la tradition. Il réfléchit un moment et propose enfin à Sam. Elanor, l'étoile soleil, nom de la petite fleur dorée dans l'herbe de la Lothlorienne. À cette idée, Sam est conquis et Elanor est donc choisi. 6 mois plus tard, en l'an 1421, Frodon fait venir Sam dans son bureau.
Jeudi sera l'anniversaire de Bilbon, il aura 131 ans. Frodon explique à Sam qu'il aimerait partir avec lui, bien qu'il sache qu'il ne puisse s'absenter longtemps à cause de sa famille, mais il désire faire un bout de chemin avec son compagnon. Il demande à Sam de dire à Rosie qu'il ne sera parti qu'une quinzaine de jours. J'aimerais pouvoir aller avec vous à Fontcombe, monsieur Frodon, et voir monsieur Bilbon, dit Sam. Mais en même temps, le seul endroit où j'ai envie d'être, c'est ici. Alors, je suis déchiré à ce point-là. Pauvre Sam, j'ai bien peur que tu doives en pâtir, dit Frodon. Mais tu en guériras. Tu as été fait pour être solide et entier. Et tu le seras. Donc encore une fois, t'as Frodon qui dit à Sam, allez, j'ai envie que tu m'accompagnes faire un petit bout de chemin. Non mais en fait là j'ai ma famille, j'ai ma fille qui vient de naître, je dois quand même être là un peu pour Rosie. Oh t'es un bon Sam, tu vas venir avec moi, c'est super. Non mais ça devrait être comme ça, désolé, tu vas devoir mort sur ta chic, hein, comme on dit. Allez. Moi, on sait pourquoi il lui demande de venir, mais bon, c'est un peu, enfin je le trouve... très autoritaire quand même Frodon dans sa manière de... Il a porté l'anneau pendant 1 an, hein, c'est normal. Ah, voilà. Non mais ici clairement dans la lecture en tout cas, il y a clairement ce truc où on sait pourquoi Frodon le fait, il lui demande, etc. Mais je peux comprendre plutôt, quand on faisait les blagues un peu plus tôt dans le chapitre, le fait de lui demander qu'il vienne vivre avec lui et tout, c'est vrai qu'il y a un peu un truc... Mais je pense qu'on y colle évidemment notre vision moderne, mais il y a quand même un truc un peu insistant comme ça en mode... Allez, reste avec moi Sam. Mais bon, évidemment que c'est cette question de fraternité tellement forte que... Et puis Sam, on le sait, Frodon est de manière très pragmatique un des plus grands amours de sa vie, vraiment je le dis pas sans humour aucun. Il a un amour énorme pour lui. Et en fait, un de ses plus grands bonheurs est évidemment d'être avec lui et de l'accompagner et de le servir. Au cours des 2 jours suivants, Frodon passe en revue tous ses écrits et documents en compagnie de Sam et lui remet ses clés. Il y a là un grand livre à simple reliure de cuir rouge. Ses hautes pages sont presque remplies à présent. Les premières sont couvertes de l'écriture de Bilbon, frêle et serpentine, comme on l'avait déjà évoqué, mais la plus grande part est de la plume toujours coulante et assurée de Frodon. Tout est divisé en chapitres, mais le dernier est inachevé, suivi de quelques pages blanches. La page de titre suggère différentes formules, biffées l'une après l'autre, comme suit. Mon journal, mon voyage inattendu, un aller et retour, et ce qui arrivera après, aventure de 5 hobbits, le conte du Grand Anneau, compilé par Bilbon Saquet à partir de ses propres observations et de ses relations de ses amis, ce que nous avons fait dans la guerre de l'anneau, et la main de Bilbon s'arrête là. Et Frodon a écrit « La chute du Seigneur des Anneaux et le retour du roi ». Entre parenthèses, tel que vu par les petites gens ou mémoire de Bilbon et Frodon de la Comté, complétées par les relations de leurs amis et l'érudition des sages. Fermez la parenthèse, et encore une précision, avec des extraits des livres de tradition traduits par Bilbon à Fontcombe. Un titre à rallonge, comme on les aime. Ma foi, vous avez presque fini, monsieur Frodon, s'exclame Sam. Mais vous n'avez pas chômé, il faut le dire. J'ai bel et bien fini, Sam, dit Frodon. Les dernières pages t'appartiennent. Ils partent le 21 septembre, Frodon sur le poney qu'il a porté tout le long du chemin depuis Minas Tirith et qui s'appelle à présent Grand Pas, et Sam sur son cher Bill. La matinée est belle, dorée de soleil, et Sam devine où ils vont. Ils se dirigent vers le bout des bois, laissant leur poney marcher à leur convenance. Ils campent dans les collines vertes, et le 22 septembre descendent parmi les premiers arbres vers la fin de l'après-midi. Sam croit même reconnaître l'arbre derrière lequel Frodon s'était caché du cavalier noir, il y a de cela plus de 2 ans. Cela semble si loin désormais, comme un rêve. Le soir tombe quand il tourne pour descendre la colline entre des fourrés de noisetiers. Sam, plongé dans ses souvenirs, reste silencieux et s'aperçoit que Frodon chante doucement pour lui-même l'ancienne chanson de marche. Mais les paroles ne sont pas tout à fait les mêmes. Pourrait encore surgir au détour du sentier une nouvelle route, une porte cachée. Et si je dus passer chaque fois mon chemin, bientôt viendra le jour où je prendrai enfin ces sentiers dérobés qui promettent merveille, qui à l'ouest de la lune, qui à l'est du soleil. En réponse, montent sur la route de la vallée en contrebas des voix qui chantent. Ah, Elberet Giltoniel, si livren peine à Myriel,
il tonielha el beret, il demeure en nous éternel, même en ces contrées éloignées. Le souvenir de ta lumière, clarté étoilée sur les mers. Frodon et Sam font halte et s'assoient en silence dans les douces ombres jusqu'au moment où ils voient une lueur annonçant l'approche des voyageurs. Il y a là Gildor et de nombreuses belles gens elfiques, et, devant Sam émerveillé, s'avancent Elrond et Galadriel. Chacun porte son anneau étincelant au doigt. Vilya pour Elrond, le plus puissant des trois, et Nenya pour Galadriel, l'anneau forgé dans le mithril qui porte une seule pierre scintillante. Suivant lentement sur un petit poney gris, et paraissant somnolé, vient Bilbon lui-même. Elrond les salue, et Galadriel leur adresse un sourire. « Maître Sam Sagas, je vois que vous avez bien employé mon cadeau. La comté sera dorénavant plus que jamais bénie et aimée. » Sam s'incline profondément sans rien trouver à dire. Il avait oublié combien la dame était belle. À ce moment, Bilbon se réveille. « Ah, salut Frodon. Alors, j'ai surpassé aujourd'hui le vieux Touk. Voilà qui est donc réglé. Maintenant, je crois que je suis tout à fait prêt pour une nouvelle aventure. Viens-tu avec moi ? » « Oui, les porteurs de l'anneau devraient partir ensemble. »« Où allez-vous, maître ? » ?»« Au Havre, Sam. »« Mais je peux pas y aller. » »« Non, Sam. Pas encore, en tout cas. Pas plus loin que les Havres, bien que toi aussi tu aies été porteur de l'anneau, ne fût-ce qu'un court moment. Ton temps viendra peut-être. Ne sois pas trop triste, Sam. Tu ne peux pas être toujours déchiré entre deux. Il te faudra être un entier pendant de nombreuses années. Tu as tant d'objets de jouissance, tant de choses à être, et tant à faire. Mais je croyais que vous alliez aussi jouir de la comté durant maintes années, après tout ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai cru aussi. Mais j'ai été trop grièvement blessé, Sam. Nous sommes partis sauver la comté, et elle l'a été, mais pas pour moi. Souvent, quand les choses sont en danger, quelqu'un doit y renoncer, les perdre de façon que d'autres puissent les conserver. Mais tu es mon héritier. Tout ce que j'avais et que j'aurais pu avoir, je te le laisse. Et tu as aussi Rose, et Elanor, et le petit Frodon viendra, et la petite Rosie, et Merry, et Tête d'Or, et Pipin, et d'autres encore, peut-être que je ne vois pas. On aura besoin partout de tes mains et de ta tête. Tu seras le maire, évidemment, aussi longtemps que tu le voudras, et le plus fameux jardinier de l'histoire. Et tu liras des choses dans le livre rouge, et tu perpétueras le souvenir de l'époque passée, de sorte que les gens se rappelleront le grand danger et n'en aimeront que davantage leur pays bien-aimé. Tout cela te maintiendra aussi occupé et aussi heureux qu'on peut l'être, tant que ta partie de l'histoire continuera. Allons, accompagne-moi. Alors, Elrond et Galadriel poursuivent leur route, car le tiers-âge est fini, les jours des anneaux sont passés, et le temps est venu pour la domination des hommes. Avec eux partent de nombreux elfes de haute lignée qui ne veulent plus demeurer en terre du milieu, et parmi eux chevauchent Sam, Frodon, Bilbon, attristé par ce départ, mais honoré de l'accompagner. Malgré leur traversée de la comté durant toute la soirée et toute la nuit, nul ne les voit, hormis les bêtes sauvages. Quand, sortis de la comté, ils arrivent au haut reculé et au tour, ils voient la mer lointaine, et ils descendent enfin vers le Midlond, vers les havres gris sur le long estuaire de la Lune. À leur arrivée aux portes, Círdan le charpentier de navire s'avance pour les accueillir. Il est très grand, a une très longue barbe, il est gris, âgé, et ses yeux sont vifs comme des étoiles. Il les regarde et s'incline. Tout est maintenant prêt. Il les conduit alors au Havre. Un grand navire blanc y est mouillé, et sur le quai, à côté d'un grand cheval gris, un personnage tout de blanc vêtu les attend. Un personnage qui n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs, mais qui arrive toujours à l'heure prévue. Oh merde, ça Roman est de retour. Comme il se retourne et vient vers eux, Frodon voit que Gandalf porte à présent ouvertement le 3e anneau, Narya le Grand. Alors ceux qui doivent partir sont heureux, car ils savent que Gandalf embarque avec eux. Mais qui aurait bien pu donner cet anneau à Gandalf ? Enfin, soit, on verra plus tard. Sam a le cœur serré. Il lui semble que le retour sera plus dur encore que la séparation. Mais tandis qu'ils se tiennent là, que les elfes montent à bord et que tous les préparatifs sont faits pour le départ, Merry et Pipin arrivent en grande hâte. Et Pipin rit au milieu de ses larmes. « Tu avais déjà essayé de nous semer une fois, et tu avais raté ton coup, Frodon. Tu as failli réussir cette fois-ci, mais t'as encore échoué.
Ce n'est pas Sam toutefois qui t'a donné, mais Gandalf lui-même. Oui, car il serait mieux de faire le retour à 3 qu'à un seul. Eh bien, mes amis, je vous dis au revoir. C'est ici, sur les rives de la mer, que prend fin notre communauté en terre du milieu. Allez en paix, et je ne dirai pas, ne pleurez pas, car toutes les larmes ne sont pas un mal. Frodon embrasse alors Merry, Pipin, et en dernier Sam. Puis il monte à bord. Les voiles sont hissées, le vent souffle, et lentement, le navire s'en va en glissant dans le long estuaire gris, et la lumière du verre de Galadriel que Frodon porte vacille avant de disparaître. Le navire sort en haute mer et passe vers l'ouest, jusqu'à ce qu'enfin, par une nuit pluvieuse, Frodon sente dans l'air une douce fragrance et entende flotter sur l'eau un son de chant. Il lui semble alors que, comme dans le rêve qu'il avait eu dans la maison de Bombadil, le rideau de pluie grisâtre se mue en vert argenté. Il voit des rivages blancs, et au-delà, une lointaine contrée verdoyante sous un fugace lever de soleil. Pour Sam, la pénombre du soir devient ténèbres, tandis qu'il se tient debout au Havre. L'ombre du bateau qu'il distinguait finit par se perdre à l'ouest. Il reste là dans la nuit, n'entendant plus que le soupir et le murmure des vagues sur les rives de la terre du milieu, et leur son lui va au plus profond du cœur. Merry et Pipin sont silencieux à ses côtés. Enfin, les 3 compagnons se détournent, et sans jeter un seul regard en arrière, ils retournent lentement vers la comté. Ils n'échangent aucune parole durant le trajet, mais chacun trouve un grand réconfort dans la compagnie de ses amis sur la longue route du retour. Ils finissent par prendre la route de l'Est. Merry et Pipin s'en vont alors vers le pays de Bouc, et déjà, ils chantent en partant. Sam prend le chemin de l'Ezo, et il rentre ainsi par la colline alors que le jour touche à sa fin. Il continue, et trouve une lumière jaune et du feu chez lui. Le repas du soir est prêt et on l'attend. Rosie l'entraîne à l'intérieur, l'installe dans son fauteuil, et lui met la petite Elanor sur les genoux. Il respire profondément et murmure. Ça y est, je suis de retour. Et c'est ainsi que prend fin ce 3e livre du Seigneur des Anneaux, le retour du roi, et que nous quittons pour de bon nos héros. Et voilà, te dire quel mot employer. 1 an et demi, hein. 1 an et demi, on l'a fait, on l'a fait. Nous avons parcouru chapitre par chapitre le Seigneur des Anneaux. Chaque semaine, avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. Sans faillir. Sans faillir. Oui, les pauses.
interlivre. C'est vrai, mais pas une fois. Lorsque nous avons commencé un livre, nous avons eu une semaine de retard. Nous avons tout fait, c'était le défi que nous nous étions lancés. Nous l'avons fait. Un grand merci à vous, à tout le monde, pour votre écoute, Votre fidélité. vos encouragements, vraiment. Je le réitère à tous ceux qui nous ont envoyé des messages régulièrement. On a pas mal d'auditeurs assez fidèles qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin et qui nous commentent et nous envoient des messages très régulièrement. Alors à vous tout particulièrement, un grand merci. Et puis aussi merci à ceux qui nous partagent en story. Je pense évidemment à Fanny, Passion médiéviste, qui a beaucoup fait pour nous, beaucoup partagé. Ouais, merci beaucoup. Et a aidé beaucoup à faire grandir notre communauté, évidemment à Fréquence 9 Regards aussi. J'allais le dire, à Jérémy. En plus d'être une inspiration, qui ont été très généreux dans leur participation Ouais. à un de nos épisodes phares, Pont de Khazad Dûm. Petite dédicace à nos amis qui nous écoutent, nos amis proches qui nous parlent régulièrement, à dédicace à ceux aussi qui nous supportent et qui parfois vont liker nos posts même s'ils n'écoutent pas, ou qui ont dit oui j'écoute mais qui sont à l'épisode 4 depuis un an, mais surtout à ceux qui nous ont écoutés quasiment tout du long. Et petite dédicace encore plus particulière, je sais que Cyril, en tout cas toi tu pourras en faire autant, à nos familles, à nos membres de la famille qui nous écoutent, à mon frère Bertrand, à mon neveu qui m'écoute et qui demande les histoires de tonton dans la voiture. Trop mignon. Et moi, à ma sœur et à mon beau-frère, je sais, et à mon père aussi, qui nous ont écoutés tout du long. D'ailleurs, à ma sœur, ça m'a fait penser, elle nous est revenue de Nouvelle-Zélande, d'un voyage en Nouvelle-Zélande, et elle vous a ramené des cadeaux. Je vous les donne maintenant. Quand vous... Là, on va profiter du micro pour peut-être ouvrir ce cadeau. Peut-être. Parce que j'imagine que c'est lié à l'univers du Seigneur des Anneaux. Je suppose. Je crois que c'est un petit truc, mais comme ASMR. À défaut de le voir, vous pouvez entendre le bruit du papier qui se déchire. On les a accompagnés durant tout leur road trip en Nouvelle-Zélande. Oh, c'est trop chou! Sublime! Oh, c'est magnifique! Eh bien, vous en faire ça, je sais même pas ce que c'est, j'avoue. C'est une petite fleur de laurienne, comme Merry et Pipin laissent tomber. Ah oui, leurs feuilles là. Ah, moi j'ai pas les mêmes que toi, donc en fait on a reçu petit anneau en pins. des pins du Weta Workshop. Donc toi tu as une feuille de la laurienne et un anneau. Ah, moi j'ai l'arbre du Gondor. Et j'ai le cheval du Rohan, je crois, le signe du cheval du Rohan. Allez, voilà. Nos petits tokens de souvenirs. Peut-être qu'on pourra monter dans le bateau de Círdan avec ceci. Ça fait plusieurs semaines que je les ai sur le comptoir de ma cuisine, et elle m'envoie des messages en disant mais tu leur as offert leur cadeau, et j'oublie tout le temps. Et aujourd'hui, en partant pour l'enregistrement, j'y ai pensé, et ça tombe bien puisque c'est le dernier épisode. Eh bien, un grand merci à ta sœur et à son compagnon pour ce beau cadeau. Ils sont très beaux, hein. C'est vraiment mignon. Eh bien, je vous propose maintenant de passer au petit dossier, peut-être sur Círdan, avant de passer aux questions des auditeurs. Alors, la question, vous verrez, elle concerne évidemment plus l'avenir du podcast. On a reçu beaucoup de fois cette question par rapport à l'avenir du podcast, mais donc on en parlera. Mais d'abord, je laisse la parole à FX par rapport à Círdan. Oui, Círdan. Et j'avais une petite réflexion aussi à faire juste sur le fait qu'il est encore dit ici, les elfes de la Terre du Milieu, les elfes qui ne veulent pas rester en Terre du Milieu. Ça énonce la possibilité que certains elfes restent. Alors on en a déjà parlé de ça, des fils de Fëanor qui sont essentiellement restés, etc. Et d'ailleurs on va en parler un peu ici avec Círdan, je vais expliquer pourquoi. Mais du fait que, en fait, on ne sait pas ce qu'il advient des elfes qui restent. Il est dit par Tolkien, enfin, il est laissé comme petit, comment dire, pas des, comme petit. Hint, comme indice. J'allais dire hint, indice, merci. J'avais le mot hint aussi en anglais. Que voilà, il y a potentiellement des elfes qui restent et dont on ne sait pas en fait la suite. Et on y reviendra même potentiellement beaucoup d'elfes qui sont restés, dont on a oublié plus ou moins l'existence. Et pourquoi on va parler de ça? Parce que je vais parler de Círdan. Círdan, le charpentier, mais en anglais c'est Círdan de Shipwright. Tu l'as toi-même dit, Julien, dans ta version, le charpentier de bateau. Donc Shipwright, ça veut évidemment dire celui qui construit des bateaux plutôt que charpentier qui plutôt construit des charpentes. C'est pas vraiment une bonne traduction, mais bon. Et en fait, en parlant de Círdan, on va d'abord évidemment faire un petit tour sur sa vie, mais je suis tombé dans un rabbit hole assez intéressant hier. Je me suis un peu perdu dans plein de trucs, et on va arriver aux questions. Est-ce que Círdan, en fait, est l'un des elfes les plus vieux que l'on connaisse, nous en tout cas? Est-ce qu'il fait partie des 144 premiers elfes? Si oui ou non, et en tout cas, est-ce qu'on en connaît d'autres? Et par-delà, on va aussi arriver à parler vite fait de savoir si y a d'autres elfes qui sont restés, quoi.
Qui est Círdan, ce fameux elfe à la chevelure grise et à la petite barbe, qui paraît d'ailleurs même vieux? C'est rare pour un elfe d'avoir une barbe. Très rare. Ici. Alors, il est dit que c'est rare, mais que ce n'est pas le seul. Je ne sais pas si dans le Silmarillion ou quoi, on peut en croiser d'autres, mais en tout cas, c'est très rare. Ça vaut la peine de lire le Silmarillion pour le savoir. Ah, tiens. Ah, tiens donc. Une idée comme ça. Jeté à la mer de l'Ouest. Alors, du coup, Círdan, il est aussi appelé Noé. À la base, il était appelé comme ça. C'était un Teleri. Il avait une arche, non? Oh mon Dieu. Mais Noé écrit comment? N-O-W-E. Et normalement, il y a un tréma sur le E. Et je vois que sur ce site-ci, il ne l'a pas. C'est quand même rigolo qu'il l'appelle Noé, quelqu'un qui fait des bateaux. D'autant plus qu'il a quand tu connais les influences de Tolkien. Ou alors il a une longue barbe grise et il donne des cadeaux à Noël. Enfin, c'est le père Noé. Círdan était donc un Teleri et c'était l'un des plus sages princes des Teleri. On théorise donc, en fait, mais ça c'est quelque chose dont on n'est pas sûr, mais c'est fort probable qu'en fait Círdan soit probablement fasse partie des 144 premiers elfes à s'être réveillés. Ce n'est en tout cas jamais démenti, et c'est fort probable. La seule chose qui pourrait indiquer autrement, c'est qu'en fait ces 144 elfes qui sont pas nés, on les appelle les inengendrés, enfin les engendrés, ça marche aussi, qui sont apparus, qui ne sont pas nés. La seule chose qui pourrait en fait aller au contraire de ça, c'est que entre ce moment-là et le moment où ils ont été découverts par les Valar, et notamment Oromé, il se passe donc 35 ans des années des arbres, et comme vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais une année des années des arbres ne vaut pas une année du soleil, elle vaut entre 7,5 ou 144 ans, soit tout ça veut dire qu'il est possible que, selon les estimations, ça fasse en fait une équivalence de 300 ans. Okay. C'est peut-être pas le bon calcul quand on fait x7,5 ou x144, mais c'est la date que c'est le nombre d'années que j'ai trouvé sur internet, et donc ce qui fait que durant ces 300 ans, avant d'être vu par Oromé, en fait c'est 144 et donc elfes, être invité et avant d'être invité en Valinor, il est possible que en fait il y a déjà beaucoup d'elfes qui sont nés, il y a beaucoup d'elfes qui sont également potentiellement morts, on y reviendra aussi, etc. Et donc peut-être que soit il fait partie des 144 elfes, ce qui est fort probable et pas spécialement démenti, soit qu'il soit né dans cette période-là, quoi. En tout cas, il était là avant d'arriver en Valinor, il fait partie... Voilà, et en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il est considéré comme l'un des êtres les plus vieux de la Terre du Milieu, à part Sylvebarbe et certains autres elfes et Tom Bombadil. Ok. Donc, on est quand même dans du vieux très vieux. Très très vieux. Ce qui en revient à la fameuse question que j'avais en off, les elfes vieillissent ou pas, mais vieillissent beaucoup plus lentement que les hommes. Mais est-ce qu'ils vieillissent ou pas? Ça, c'est la question, en fait, parce qu'il est dit dans certaines... interprétation qu'en fait ils vieillissent mais beaucoup plus lentement, et ce qui expliquerait que Círdan ait cet aspect un petit peu vieux, même si ses yeux restent très très perçants. Oui, c'est ça, parce que on vous l'a pas dit, mais je sais pas si tu l'as précisé, mais dans le chapitre qu'on vient de lire, quand on rencontre Círdan au Havre Gris, il y a une phrase de Tolkien qui dit que il a un aspect brillant vieux. Comme des étoiles. Oui, mais qu'il a un aspect vieux. Ouais. Donc il est gris. Il a l'air vieux, et ça c'est quand même, moi ça m'avait fait tiquer effectivement de se dire tiens, comment ça se fait qu'un elfe peut avoir l'air vieux, puisque normalement ils ne meurent pas de vieillesse, donc leur corps ne doit pas subir les affres du temps. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, et j'ai lu ça plusieurs fois en fait. Maintenant, là, je vais parler de toutes des choses qui sont des théories, mais qui restent basées clairement sur des choses de Tolkien. Ici, je vais parler un peu d'une théorie qui est un peu plus des trucs que j'ai lus sur Korra, etc. C'est très intéressant, mais c'est à prendre avec beaucoup plus de pincettes. Mais j'ai souvent lu en fait que les elfes vieillissent bel et bien, juste qu'ils vieillissent infiniment plus lentement que les hommes, et du coup, encore une fois, ce qui expliquerait son apparence, surtout que comme avec l'âge des arbres, les années étant beaucoup plus longues, on peut en fait considérer que Círdan est, donc on a le deuxième âge et le troisième âge, ça ferait plus ou moins 6500 ans, le premier âge ça fait 500 ans, donc on est déjà à 7000 ans, mais si on rajoute l'année des arbres, etc., on avait calculé une fois que ça fait plusieurs milliers d'années supplémentaires, parfois même dans les dizaines de milliers, selon les interprétations. Mais je crois que c'est une question difficile, et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de réponse, voilà, parce que ça reste de la théorie. On sait que les elfes sont immortels, ça c'est un fait, ils ne meurent pas de vieillesse. Et d'ailleurs, j'ai lu à plusieurs reprises également qu'ils ont un temps à passer au hall de Mendos.
D'accord. Et ça, on n'en a jamais parlé, j'ai l'impression, mais j'ai lu plusieurs fois. Encore une fois, c'est des trucs que j'ai vus dans des sources un peu moins fiables, mais quand on voit quelque chose réapparaître sur plusieurs sites, plusieurs fois, la question se pose. Mais comment ça, un temps? En fait, ils vont au hall de Mandos, et après un certain temps, ils ont le droit d'être réincarnés. Selon certaines sources que j'ai vues. Ouais, ça me paraît vachement bizarre. Parce que... Le seul qui a été réincarné, c'est Glorfindel. Et dans le Silmarillion... Glorfindel a eu la capacité de revenir en Terre du Milieu. Quand je parle de réincarner, c'est seulement en Valinor. Alors ce que je dis encore une fois, c'est que... très étrange parce que mais pourtant, j'ai lu dans ça le conte de Beren et Luthien, on propose à Luthien à la fin, quand elle est morte et qu'elle est au hall de Mandos, exceptionnellement de la faire pouvoir revenir en Valinor ou pas. Et elle refuse. Mais ça me paraît vachement bizarre. Moi, j'ai jamais vu cette info. En tout cas, dans les écrits de Tolkien que j'ai lus, j'ai jamais vu cette info. Ça va mettre entre parenthèses parce que comme je le dis, mais je l'ai vu plusieurs fois, donc je me demande, mais et les gens disaient la même chose, c'est qu'ils avaient un temps imparti à passer au hall de Mandos. Mais c'est vrai que ça va en contradiction avec le fait que normalement les elfes ne reviennent pas, en tout cas à la fin, à l'espèce de fin du monde, de fin des temps. Mais pour répondre à ta question, FX, sur l'âge des elfes et comment leur corps vieillit, en fait, il y a deux choses. Il y a le corps de l'elfe et il y a son âme, son essence. Son essence et son âme sont immortelles et elles vont de toute façon retourner à Mandos, à Valinor et compagnie. Mais effectivement, leur corps est mortel. Les elfes peuvent mourir au combat, par exemple, mais ils sont techniquement immortels et face au temps, on va dire, leur corps est censé être immortel. Ceci dit qu'en fait, l'immortalité chez eux, physique, est plutôt un processus de vieillissement tellement lent qu'aucun elfe ne meurt de vieillesse, sauf que quand ils atteignent vraiment un âge très très élevé, à ce moment-là, ils vont Havre Gris pour rejoindre Valinor. Donc en fait, Círdan est un peu un des seuls représentants, on va dire, qu'on connaît, qui lui serait resté en Terre du Milieu jusqu'à un âge si élevé. Et quand on se dit, quand on a une estimation de l'âge qu'il peut avoir, à savoir plusieurs milliers d'années, peut-être même dizaines de milliers d'années, effectivement, on voit que le processus est très 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 lent pour que leur corps vieillisse et qu'on en arrive à ce qu'il ait une barbe, qu'il ait l'air vraiment gris, vieux. Oui, clairement. Ouais, tiens, mais en fait, désolé, je regarde des infos en même temps pour essayer d'être précis. Et effectivement, l'info que tu donnes, FX, semble quand même vrai, ce qui me paraît étrange. Alors, c'est peut-être des modifications de Tolkien plus tard, parce qu'on sait qu'il a fait beaucoup. Il y a des choses de Silmarillion qui ne sont plus valables, par exemple, qu'il a modifié par des lettres par la suite. Ça vaudrait vraiment la peine de le lire, ce Silmarillion. Ah, mais oui, ça me donne envie, moi. Mais du coup, effectivement, les elfes, donc comme tu le dis, Julien, très justement, leur âme est immortelle, pas leur corps. Et quand ils meurent, ils vont donc au hall de Mandos et ils attendent d'être réincarnés. Là, leur esprit est à nouveau vêtu de chair et ils retrouvent un corps identique à leur corps précédent. Mais cependant, ils ne vont pas en Terre du Milieu, mais restent en Valinor. Donc effectivement, apparemment, ils reviendraient en Valinor après leur mort, tout simplement. Mais après un certain temps, donc ils restent longtemps dans les halls de Mandos. Ils doivent rester en Mandos un temps équivalent à celui qu'on peut passer dans une administration communale, une mairie, pour attendre des documents. Donc autant dire un temps vachement long. Et je voudrais juste, et je vais rajouter, parce que je suis en train de lire des infos en live, et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on parle justement de ces elfes qui sont peut-être restés en Terre du Milieu, apparemment leur corps... les elfes qui sont restés en Terre du Milieu, et s'il y en a, eh bien, ils s'effacent peu à peu, ils deviennent immatériels. Et à la fin du monde, en fait, eh bien, ils deviennent invisibles aux yeux des mortels. Ce que Tolkien appela le processus, enfin, les elfes qui ont subi ce processus, les Lingerers, donc ceux qui s'attardent. Donc effectivement, apparemment, il y a probablement des elfes qui sont restés en Terre du Milieu, qui ne sont jamais retournés en Valinor, mais ils vont disparaître peu à peu. Ce qu'on s'était dit dans un épisode précédent, j'étais plus sûr de ce souvenir, mais effectivement, on avait dit que les elfes qui restaient finissaient par s'effacer. Ouais. Et je vais faire ce petit point maintenant, avant de repartir sur Círdan, et de toute façon, ça a un lien avec ça, mais qu'en fait, dans tous les elfes des 144 premiers, on a ceux qui sont les Unwilling, ceux qui refusent carrément d'aller à Man, et ce sont les Avaris, en fait, et
tous ces avaries beaucoup sont restés fortement à l'est, et il est fort probable en fait, donc on n'entend pas, pour revenir un peu sur cette fameuse question, est-ce qu'il y a d'autres elfes aussi vieux que Círdan qui font partie des premiers et qui ne sont pas allés à l'ouest, qui ne sont même pas venus en Beleriand ou en Terre du Milieu? Il est fort probable que certains sont restés là-bas, qu'on n'en parle pas du tout, mais qui sont restés et qui n'ont du coup presque même pas de contact avec les Noldor et les Vanyar, etc. Et qu'il est probable que voilà, en fait, ils ont juste disparu comme les autres, quoi. Tout ça veut dire que Círdan, ce n'est pas en tout cas le choix qu'il a fait. Lui, il a bel et bien fait le voyage à l'ouest du Beleriand, mais étant amoureux de la mer, il refuse de passer. Et en fait, il va un peu se sentir obligé, ou même demander par Ulmo, désolé si je ne suis pas très précis là-dessus, mais en fait, d'être vraiment celui qui va faire l'office de passeur entre les elfes qui décident de partir du Beleriand jusqu'à Aman, et va donc être celui qui en l'occurrence, va construire les bateaux, et ce pendant donc des dizaines de milliers d'années. En 474 du Premier Âge, Phalas est malheureusement détruit, et Círdan va construire en fait des refuges sur les bordures du Sirion et sur l'île de Balar. Je vous invite à aller voir sur les cartes du Beleriand. Et c'est en fait là qu'il va construire Vingilot pour Erendil, le fameux bateau en mithril, qui va... donc c'est Círdan qui construit ce magnifique bateau qui va pouvoir permettre à Elendil d'être l'ambassadeur à la fois des hommes et des elfes pour aller chercher l'aide des Valar, et donc faire The War of Wrath, la grande guerre de la colère, qui verra la chute de Morgoth. Pendant le Second Âge, Círdan va rester sur l'île de Balar alors que les autres elfes sont convoqués en Valinor. Donc vous le savez, à la fin, tous les elfes qui sont venus, notamment les Vanyar qui sont venus combattre pour combattre Morgoth, vont tous être invités à rentrer à Valinor. On le sait que certains vont rester, comme Galadriel, etc., pour continuer à construire des royaumes, Gil-galad, etc., réoccuper la Terre du Milieu, et Círdan va, lui, rester. Il va d'ailleurs être l'un des lieutenants de Gil-galad. Par la suite, il va donc construire les fameux havres gris, le Midlond, ainsi que 2 ports parallèles, Forlond et le port de Harlond. Donc quand vous regardez sur la map, vous avez les havres gris, et plus loin, vous avez les 2 autres ports. C'est donc lui qui va les fonder et en être le seigneur pendant tout un temps. Donc voilà, c'était le petit point sur Círdan, le fait qu'il a refusé de partir, qu'il a dû faire passer tout le monde vers Valinor, qu'il a participé à la guerre contre Morgoth en créant le bateau d'Erendil, et puis en aidant les rescapés, et ensuite en créant les fameux havres gris. Et c'est par là vraiment que tous les elfes vont tout simplement rentrer à Valinor. Et je sais même pas s'il l'est dit dans la fin du livre, mais je suppose que Círdan prend le bateau avec Gandalf et les autres, et qu'il quitte définitivement la Terre du Milieu. C'est amusant, ce Círdan, il me fait un peu penser à ce fameux facteur cheval en France près de Lyon, qui a créé tout un palais idéal tout seul pendant une dizaine d'années, qui s'est amusé à créer ce monument. Et je vois un peu Círdan comme ça pendant 10 000 ans, il était tout seul au Havre, il se disait bon, ouais c'est chouette la mer, mais qu'est-ce que je vais... Un port, je vais faire un port. Puis il a mis 2000 ans à le faire tout seul, chaque brique, une par une. Bon, maintenant que j'ai fini, qu'est-ce que je vais faire? De la mer, un 2e port. 3000 ans après, bon j'en fais un 3e là, c'est bon, je suis chaud. Mais et dernière info sur Círdan, c'est aussi lui qui donne évidemment l'anneau de Gandalf, un des 3 anneaux elfiques qu'il a reçu, en fait qu'il a donné à Gil-galad, et puis que Gil-galad lui a rendu, et après il le donne à Gandalf quand celui-ci débarque en Terre du Milieu au 3e âge. En reconnaissant sa sagesse, oui, j'ai fait une petite blague plutôt dans l'épisode, voulant faire un petit indice à cet élément. Eh bien voilà. Je vous propose, avant de finir cet épisode, de maintenant passer aux petites questions. Alors, comme je le disais, la plupart des questions qu'on a reçues concernent la suite du podcast, donc ça on va y répondre pour tout le monde. Il y a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu aussi par message. Et par contre, il y avait une question rapidement que je trouvais intéressante d'évoquer, quelqu'un qui nous demandait... je suis désolé, j'ai pas le message sous les yeux, donc j'ai pas le nom de la personne, je suis désolé, mais tu te reconnaîtras. Quelqu'un qui nous demandait par rapport à la magie dans l'univers de Tolkien, est-ce que les nains étaient concernés par la magie, parce qu'on sait que les elfes font de la magie, on sait que les maillards font de la magie, puisque ce sont des dieux. Mais est-ce que les nains sont concernés par la magie? Alors j'ai fait quelques petites recherches par rapport à ça, et il semblerait que non. Les nains n'ont pas de forme de magie, en fait tout simplement parce que la magie est réservée aux maillards, aux demi-dieux et aux elfes, parce que leur destin est lié vraiment à
à la Terre du Milieu, à Arda. Mais ils sont en fait en une forme de communion avec la nature, si on veut. Ils font partie de cet univers de manière intrinsèque. Alors que les nains et les hommes, par contre, n'ont pas ce rapport au monde et aux choses. Alors on sait que les nains peuvent lancer des malédictions, un peu maudire, comme c'est souvent le cas dans le Seigneur des Anneaux. Il y a des malédictions qui sont données, mais c'est souvent par rapport à des dieux, donc c'est plutôt des formes de prières qui sont faites à des Maiar ou des Valar. Mais voilà, ils n'ont pas de forme de magie à proprement parler, ils ne peuvent pas lancer des sorts ou faire bouger la nature comme le font les elfes, tout simplement. Donc voilà, pour la réponse à la question. Ah bah elle a été vite répondue. Hein. Ouais. Sinon, on avait d'autres questions, Julien ? Oui, déjà, j'avais noté ces quelque chose dans nos différents messages qui nous étaient parvenus hier suite à ta story qui invitait nos auditeurs et nos auditrices à nous contacter avant cet enregistrement ultime du podcast. J'en profite du coup pour faire une petite dédicace à un certain gros mien qui se reconnaîtra ainsi que son ami, sa chérie. Je n'ai pas très bien compris vos liens tous les deux, mais dédicace à gros mien du coup. Et on avait deux petites questions assez amusantes. Deux questions amusantes que j'avais notées et encore une anecdote à révéler. On va garder l'anecdote pour la fin, ça va être très décevant. La première question, c'était un auditeur qui nous demandait quels étaient nos groupes de musique préférés pour changer un peu du registre du Seigneur des Anneaux, si on a peut-être un artiste ou groupe à citer chacun. Alors, moi je suis très année 2000, hein. Moi je suis complètement... Alors on va être sur quoi ? Sur du Arctic Monkeys, Cyril ? Non, alors c'est pas du tout mon groupe préféré, Arctic Monkeys, d'accord. Même si j'ai une admiration sans pareil pour Alex Turner, parce que je le trouve trop stylé. Allez, c'est reparti. Mais non, moi je suis très années 2000, très pop rock des années 2000, je suis resté... Je sais où tu vas. Bah, ouais. Est-ce que ça parle de grosses lèvres ? Fat Lip. Ah ouais, bah évidemment, Sum 41 est un des Sum groupes 41. de référence quand j'étais plus jeune, évidemment. Beaucoup de groupes de pop-punk, comme on dit, j'adore ça. J'écoute beaucoup ce genre de musique. Voilà. Ah, t'as pas de groupe en particulier En particulier, franchement, j'ai pas de groupe en particulier. Après, ça dépend. Hein. J'écoute un artiste ou un groupe franchement, c'est difficile. Qui sortirait du lot Qu'est-ce que j'écoute beaucoup en ce moment ? Je sais pas, non je sais pas. Pendant que toi tu réfléchis, si jamais tu trouves, moi je dirais dans les artistes, on va dire solo, je balance entre Bowie et Gainsbourg. Et pour les groupes musicaux, là c'est perdu dans le rock et le metal, ça fluctue d'une période à l'autre, je ne saurais dire. Mais en ce moment, dans les groupes plus récents, j'écoute énormément le groupe de punk anglais Idols. Pour ceux qui aiment bien ce genre et qui ne connaîtraient peut-être pas, je vous invite, c'est très intéressant, un discours très engagé. Différent de ce qu'on pouvait avoir du punk dans les années 80 et 90, c'est très bien foutu ce qu'ils font. Ok. Et toi, FX ? Moi, c'est un petit chef d'orchestre pas très connu qui s'appelle Howard Shore. Voilà, c'est vrai que c'est bien ce qu'il fait. Il pourrait faire une bonne bande-son pour une œuvre comme Le Seigneur des Anneaux. Ouais, il pourrait. Mais moi, j'écoute ça pas mal en boucle en général, depuis ma douche jusqu'à mon coucher. Et autre question, Julien ? Autre question, ce même auditeur nous demandait de citer notre chapitre préféré au cours de notre parcours de ces livres du Seigneur des Anneaux. Question difficile, chapitre préféré. Alors, je pense que ça va être biaisé par rapport à la manière dont on l'a fait, dont je les ai montés et donc ce qu'ils ont rendu en épisode. Je crois que l'épisode sur la bataille du champ de Pelennor, dans laquelle je me suis beaucoup amusé déjà à faire, à enregistrer, mais surtout à monter, à mettre tous les effets, la musique, etc. C'est un des chapitres qui me reste. Évidemment, le monde du destin. Mais je sais pas. Pendant que tu réfléchis, moi je pense que je peux dire... je crois que je reste un peu sur la compagnie grise ou... la fenêtre sur l'ouest à Enneth Hanoun avec Faramir, la découverte de Faramir. Je trouve que c'est des passages où on découvre en fait les Dunedains, les rangers et en fait ce restant un peu très noble de Númenor et dans ces hommes de Gondor ou d'Arnor, et je trouve ça généralement très peu vu déjà parce qu'on n'a pas du tout ça dans les films malheureusement. On a un peu Faramir et la fenêtre sur l'ouest, mais quand même très réadapté, et je trouve que même si j'adore Faramir dans les films, je trouve que il ne fait pas autant gondorien que dans les livres, à la différence peut-être de Sean Bean qui joue à Boromir. Donc je trouve pas ça assez même Aragorn qui pour moi le fait à 100%, je lui mettrais bien une tête en plus et une carrure en plus pour les... Enfin quoi que j'exagère un peu, mais ils sont tellement... C'est tellement expandables dans les livres. C'est tellement une aura, une magie qui est impossible à... Voilà, c'est peut-être un peu manquant dans les films. Mais voilà, je pense que ces deux chapitres-là sont... Moi, j'en ai beaucoup, c'est difficile, mais du coup, je vais aller très vite.
ceux qui étaient déjà avant qu'on commence le podcast, Un voyage dans l'obscurité et Le pont de Khazad-dûm, les deux qui se déroulent dans la Moria. Parce que je trouve qu'on a toute la compagnie qui est ensemble, ils viennent déjà d'affronter des épreuves. Et il y a quelque chose d'assez mystérieux dans ces mines, de prestigieux, et on sent qu'il y a un danger qui approche, et on ne sait pas encore à quelle sauce ils vont être mangés. J'adore ces deux chapitres. Et magnifique scène dans le film, la sortie de Khazad-dûm, avec malheureusement la perte de Gandalf. Mais même avant, quand ils pénètrent dans les mines et qu'on découvre cette immense salle avec ces gigantesques colonnes, c'est tellement magnifique et impressionnant. Mais c'est surtout être extrêmement bien réalisé avec cette musique, avec les hobbits qui pleurent. Moi, ça, à chaque fois, j'ai beau avoir vu le film 20 fois, je suis toujours très épris. J'aime aussi beaucoup des chapitres qui sont beaucoup plus dans la discussion, notamment celui du Conseil d'Elrond, qui est tellement plus dense dans le livre que dans le film, et pourtant c'est un chouette passage du film. Mais dans le livre, on a tout l'historique de l'anneau, d'Isildur. On avait fait, je pense, c'était dans ce chapitre-ci que tu nous avais fait un point très complet sur Elendil, si je me souviens bien. Je sais plus. Je crois que c'était dans celui-là, parce qu'on a toutes les histoires de Bilbon aussi, toutes les histoires de la guerre de l'anneau, qui étaient très intéressantes. On avait aussi ça dans le chapitre La voix de Saruman, dans le deuxième livre, que j'ai pas mal apprécié, où il y a toute une joute verbale entre Saruman et Gandalf, ainsi que Théoden et les hommes du Rohan, où Saruman essaye de les manipuler par sa voix. Et j'ai beaucoup aimé aussi les chapitres... autour de Ciri Tungol avec l'antre d'Aragn, qui sont, on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'encore plus malfaisant, sombre et terrifiant que dans les films, bien que ce soit déjà magnifique dans les films. Là, il y a vraiment une atmosphère supplémentaire, et j'ai l'impression qu'on touche un peu dans ces chapitres-là à une espèce de noirceur et d'horreur qu'on peut parfois déceler dans le Silmarillion, qu'on sent qu'on est en présence de créatures tellement plus anciennes, tellement plus puissantes en Terre du Milieu, que c'est assez inédit. Et ça fait un peu écho, je trouve, au passage avec le Balrog. On est avec quelque chose qui nous dépasse complètement, et qui dépasse complètement nos héros, et ils arrivent par chance, par le destin et par un peu de bravoure à s'en sortir. J'aime beaucoup ces passages-là. Ouais, et je veux juste rajouter un truc à ce que j'ai dit. C'est un chapitre aussi avec Tom Bombadil, que j'ai beaucoup aimé aussi. La découverte de ce personnage vraiment spécifique au livre, et puis toute l'aura qu'il a, les discussions, et puis cet aspect très, très conte, très enfantin, que je trouve très agréable dans cette partie du livre. Qu'est-ce qu'ils se seront dit donc, Gandalf et Bombadil? Une vaste question. Le bon débriefing de ces quelques milliers d'années passées en Terre du Milieu. Plusieurs semaines de discussion. Peut-être qu'il est toujours présent quelque part dans une vieille forêt, aux arbres sauvages, ce Bombadil, pour ceux qui le trouveront. Autre question ? Une réclamation plutôt. Cyril, je crois qu'il est temps pour cet épisode de nous raconter cette malheureusement beaucoup trop fameuse anecdote du saucisson, qui n'est pas si fameuse que ça au final. On vous a teasé alors qu'elle n'est pas incroyable. On n'avait pas déjà expliqué? Non, elle n'a pas expliqué complètement. Bon, je l'explique rapidement, comme ça on passe vite fait à l'annonce de la suite du podcast. Mais bon, il faut savoir que Julien FX et moi, nous avons vécu des belles années en école de théâtre, et que nous avons eu pendant plusieurs années l'habitude d'aller à Avignon, évidemment, festival de théâtre renommé dans le sud de la France, en stop, à l'aventure, sans prévoir de logement, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc nous dormions à la Belle Étoile. S'il y a des Avignonnais parmi nos auditeurs, ou des gens qui ont déjà été... Face au Rhône, sur le rocher des Dons. Ce palais des Dons, et il y a un jardin, le rocher des Dons, qui donne sur le Rhône, comme ça, qui est en pente, où il y a une magnifique vue, et nous passions les grilles toutes les nuits complètement illégalement pour aller dormir à la Belle Étoile. À savoir, ce qui était génial, c'est qu'on s'endormait parfois à 3 et on se réveillait à 6 ou 7, donc on n'est clairement pas les seuls à le faire. C'était vraiment rigolo. Mais parfois on était les seuls, et les gardes nous ont jamais rien dit. Ils nous voyaient le matin, ils viennent ouvrir les grilles et ils ne savent jamais rien dit. Il faut dire que nous étions assez propres et respectueux du lieu, mais bon, ça faisait alors qu'on très hobbit encore en comté. Moi je l'ai fait plusieurs années, j'étais 5 ans, donc je l'ai fait clairement pas mal. J'ai fait 3 fois, je crois. J'avais des logements parfois, je vous rassure, mais... mais voilà, on a fait quelques belles années comme ça, et c'est vrai que en fait on vivait de rien, on vivait de ce qu'on pouvait gagner en tractant. On avait très peu d'argent, comme des hobbits. En tractant pour des pièces, on gagnait un peu d'argent et on allait manger, et du coup il nous arrivait tels des chenapans de il m'arrivait, je voyais FX me faire des grands yeux, il m'arrivait, il ne veut pas être accusé de ça, mais il nous arrivait de chaparder un saucisson au carrefour du coin. Il t'arrivait à toi, oui, de chaparder un saucisson. Ça va, et ça m'est arrivé de chaparder quelque chose au carrefour du coin. Et surtout de te faire prendre. Et cette fois-là, effectivement, nous étions, on devait aller tracter, on s'était réveillé tôt le matin, on avait fait la fête tard le soir, je crois, et nous avions
nous avions été chercher une saucisson, j'en avais glissé un dans mon sac. Pas assez subrepticement. Pas du tout assez. Et la caissière m'avait gentiment demandé d'ouvrir mon sac. Et c'est à ce moment-là que, dans un moment d'accès de panique, il y a les gardes du magasin qui sont arrivés et qui nous ont demandé d'aller en arrière. Enfin non, ils nous ont même pas demandé de les suivre. Ils ont dit, bon, on va aller vérifier les caméras. Ils sont partis sans nous prendre avec eux chercher les caméras, nous laissant seuls avec la caissière. C'est vraiment étrange, coup du destin encore une fois. C'est lui qui est intervenu. Et FX a réussi à convaincre la caissière de nous laisser partir en disant qu'on devait aller travailler, que ça se faisait pas de nous retenir comme ça. Et du coup, Quel escroc. Mais tu avais gardé le saucisson ou pas finalement? Sauvé la vie, mon tu avais cher. gardé le saucisson en plus. Je sais plus si je l'avais gardé ou si je l'avais posé sur le comptoir. Et du coup, nous sommes partis en disant non, mais c'est pas possible, nous on a du travail, c'est n'importe quoi. Et on est partis. Comme si nous étions en train de voler quelque chose ici, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Enfin voilà, une belle anecdote, une belle aventure que nous avons vécue à trois comme nos compagnons. Et donc voilà, vous la vouliez, cette anecdote. À l'instar des hobbits dans la ferme du Père Maggotte. Exactement. Nous n'avions pas des légumes, mais tu avais peut-être un saucisson. Voilà. Bon, je vous rassure, ça ne nous est plus arrivé depuis, mais c'est des aventures de notre jeune vingtaine à Avignon. C'était des bons souvenirs d'aventure. Presque 10 ans. Eh bien, la suite, maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres, sur tous les doigts de clavier, c'est de savoir que va-t-il advenir de ce podcast? Quelle est la suite que nous donnons à ce parcours, ce magnifique parcours du retour du roi? Va-t-il se passer quelque chose? Et si oui, quoi? Eh bien, on peut déjà annoncer que déjà temps de pause. Vous savez qu'à chaque fin de livre, on fait une petite pause. On a besoin un peu de se régénérer. Et voilà, on a aussi beaucoup de travail et que c'est vrai que ça prend quand même du temps. Tout ça pour dire que il y aura clairement un petit temps de pause, mais que on va pas vous quitter complètement dans ce temps de pause. Premièrement, nous avons un petit projet un petit peu annexe qui ne vous impacte pas vous, mais on vous invitera quand même à aller l'écouter. Nous allons refaire... Oui, tout à fait. Nous allons refaire le prologue de cette émission, le prologue des pages du milieu, le tout premier épisode que nous avons enregistré, qui est sorti il y a ça 1 an et demi maintenant. On va le refaire. Pourquoi ? Parce que... Vous êtes déjà nombreux... Enfin, la plupart des gens, évidemment, nous découvrent par cet épisode. C'est l'épisode qui est le plus écouté du podcast. Et bon, c'est vrai qu'au début, on en était satisfait, mais maintenant, 1 an et demi après, avec du meilleur matériel, un peu plus d'expérience, plus d'aisance au micro et dans la manière de gérer nos textes, et aussi dans la manière de raconter, de monter, de parler, on se rend compte qu'il a sacrément vieilli. Pour l'instant, on compte le laisser encore accessible, mais en tout cas, on souhaite le réenregistrer en disant la même chose, en gardant l'essentiel et même la plupart des choses que nous avons dit. En améliorant un peu, évidemment. En améliorant la façon de le raconter, en améliorant la transition, la fluidité de nos récits, de nos interventions, pour le rendre beaucoup plus agréable à l'écoute, qu'il soit à la hauteur de ce à quoi nous pensons être arrivés actuellement. Et comme ça, pour les personnes qui nous découvriront, ils auront une idée plus fidèle de la qualité générale du podcast. Parce que les deux premiers, enfin le premier épisode, le premier chapitre en tout cas, etc., sont peut-être pas aussi bien que ce qu'on fait maintenant, mais on trouve déjà qu'entre le prologue et le premier chapitre, il y a déjà un peu un monde vu qu'on apprenait, et ça peut peut-être donner un peu plus envie. Mais voilà, en tout cas, ça c'est pour les gens qui nous découvrent, mais évidemment, on vous le fera savoir et on vous invitera à ce moment-là, si vous le désirez, à aller écouter. Et qui sait, peut-être à tous vous relancer dans l'aventure. Peut-être que ça vous donnera l'envie. Et ça, c'est le premier projet que nous avons à court terme, bien que d'abord une petite pause sera de mise. Ensuite, un autre petit projet pour ne pas encore vous quitter tout de suite et ne pas tout à fait refermer ce livre qui n'arrivera pas tout de suite. Du retour du roi, mais qui n'arrivera pas non plus tout de suite, qui prendra un peu plus de temps. Combler un petit peu ce trou de pause. Ben, comme vous savez, en fait, ce livre n'est pas encore fini. Techniquement, il est fini, l'histoire est finie, hein, mais Tolkien nous a grassement fait l'honneur de rajouter en fait pas mal de pages qu'on appelle les appendices. Alors, on ne va pas nécessairement faire tous les appendices, mais nous trouvons qu'il y a suffisamment de matière pour... voilà, parce que nous aussi, je pense que si on fait une pause, on n'aura pas envie d'arrêter de se voir là comme nous le fait et de parler de Seigneur des Anneaux. Donc il y a suffisamment de matière, en tout cas intéressante, pour faire un petit épisode, voire peut-être un petit deuxième. Et voilà, et en profiter même peut-être pour revenir sur l'un ou l'autre sujet, hein, mais voilà, donc ça, vous pouvez vous attendre aussi à 2 petits épisodes un peu d'intermission, de bonus pendant notre pause, quoi. Beaucoup plus didactique entre guillemets sur des points de la Terre du Milieu, des points des appendices, beaucoup et qui moins ne seront narratifs, pas dans la narration, voilà. Et pour avoir relu un petit peu, je trouve qu'il y a énormément de nuances qui sont apportées, des petites nuances très très intéressantes sur plein de points.
Mais donc ça sortira, on ne le sait pas encore quand. Mais dans les mois à venir. Dans les mois à venir, on va les sortir de manière pour pas vous laisser complètement seul. Et puis c'est pour préparer aussi la venue d'un prochain projet. Le prochain projet, alors on l'a déjà dit, finalement c'est pas vraiment une surprise et puis on a déjà répondu à pas mal de gens par message aussi, mais qu'est-ce qu'on va faire à la suite ? On a décidé de faire le Silmarillion. Alors le Silmarillion, pourquoi le Silmarillion ? Il y a des gens qui nous ont demandé le Hobbit. Alors pourquoi le Silmarillion ? Parce qu'il nous semble que là où on en est arrivé, on a déjà abordé beaucoup de points de l'histoire, on a vraiment exploré beaucoup l'univers. Moi j'ai l'impression qu'aller dans le Hobbit maintenant, ce serait un peu se couper d'aller encore plus loin dans l'exploration de la grandeur de l'univers de Tolkien, parce que le Hobbit est moins vaste, qu'on se le dise, c'est un plus petit livre, c'est son premier sur l'univers, et il avait été écrit avant en plus, donc même s'il a essayé de raccrocher les wagons avec ce qu'il voulait faire du Seigneur des Anneaux, pour qu'il y ait une sorte de continuité. Par exemple, l'anneau, dans le Hobbit, la première version, l'anneau n'avait pas du tout ce pouvoir malfaisant et on pouvait s'en défaire de manière très aisée. Il n'avait pas ce pouvoir de corruption. Ça, c'est des choses qu'il a retravaillées par la suite pour vraiment lier les deux œuvres. Donc c'est vrai que c'est presque une œuvre à part, en fait, même si elle se passe dans le même univers. Mais donc le Silmarillion, lui, va nous permettre d'explorer l'entièreté de l'histoire de la Terre du Milieu, des débuts des âges jusqu'à la guerre de l'anneau. Et ça va nous permettre de vraiment aborder tous les points possibles et inimaginables sur cet univers et de vraiment l'explorer en profondeur. Tous les pas possibles imaginables. Je pense que le Silmarillion n'est encore qu'une petite partie de tout ce qu'on peut avoir. En tout cas, le Silmarillion, dans la chronologie, se passe du début des âges bien sûr, jusqu'à la fin. Donc, on traverse tout, donc on va pouvoir avoir la liberté de parler d'un peu tout. Et ça nous intéresse beaucoup, nous, en tant que fans du Seigneur des Anneaux, de se plonger plus profondément dans l'œuvre. Et je pense que c'est une bonne étape du podcast de s'y intéresser plus profondément et de pouvoir faire des épisodes plus... précis, plus pointu. Oui, je pense qu'on se sent prêt, tout simplement. Et le pire, c'est que je pense qu'une bonne partie des chapitres du Silmarillion ont été abordés d'une façon ou d'une autre. Pas tous, mais une bonne partie. Donc on a déjà... nous, on se sent prêt, je pense, techniquement, à se lancer dans l'aventure. On a suffisamment de connaissances, mais je pense qu'avec vous, on a suffisamment parlé de plein de petits éléments, Beren et Luthien, Ilúvatar, etc. Gondolin. Donc on a tous déjà un peu les prémices du Silmarillion, même si je pense que il y a encore d'autres livres qui sont sortis par après qui ramènent encore beaucoup d'autres histoires. Je sais pas si le Silmarillion parle de tout. Les Contes et légendes inachevées. Les Contes et légendes inachevées, mais en tout cas plein de portes en tout cas. Et ça va quand même, on va quand même balayer le Légendarium. C'est vrai, dans une bonne grande partie. D'autant plus que c'est un livre qui n'est pas du tout aisé à la lecture, même pour des gens qui sont familiers du Seigneur des Anneaux. C'est beaucoup moins narratif, en tout cas sur beaucoup de passages du livre. Du coup, ça pourrait aider certains, comme moi d'ailleurs. Moi, j'avais eu beaucoup de mal à lire le Silmarillion. Je n'ai toujours pas fini d'ailleurs, donc ça va être l'occasion de le terminer et de le travailler, de faire découvrir à certains qui seraient, à juste titre, rebutés par la forme du livre, qui raconte des choses passionnantes, mais dans une forme qui est assez austère et difficile. Mais par rapport à ça, le Silmarillion étant un livre plus court que les Seigneurs des Anneaux, qui se divise en un certain nombre de chapitres, mais il y en a moins que, évidemment, tout ce qu'on vient de traverser ici, et étant plus dense. Mais étant plus dense, par contre, les chapitres étant beaucoup plus longs parfois et plus regorgeant d'informations et de choses un peu complexes. En plus de celles qu'on va aller chercher, nous, plus sur le côté. Tout à fait. Eh bien, nous prévoyons de changer un peu la fréquence de diffusion avec des épisodes moins fréquents, donc pas toutes les semaines lorsque nous allons commencer le Silmarillion, mais des épisodes probablement plus longs, légèrement plus long, en tout cas plus travaillé. Mensuel. Peut-être mensuel, voilà, c'est une idée qu'on avait, mensuel, mais plus travaillé, plus pointu et plus complet. Et alors, peut-être, ça c'est une question que nous avons, que nous devons encore déterminer en interne au sein de l'équipe et par rapport à ce qui est faisable, niveau technique, niveau du temps, niveau des ressources, et aussi niveau de ce qu'on peut apporter en passant par un autre média. Et je te laisse terminer, Cyril, ton idée. Donc peut-être en accompagnant le podcast d'une forme vidéo. Alors sous quelle forme on ne sait pas encore tellement. En tout cas, l'émission sera évidemment publiée en audio comme c'était le cas jusqu'ici, mais en plus, pourquoi pas une forme vidéo qui nous permettrait de diffuser sur des plateformes comme YouTube ou même des plateformes avec des courts passages comme sur Instagram, etc., pour toucher un public plus large. Et dans l'intérêt surtout de pouvoir ajouter des illustrations, d'illustrer nos propos, que ce soit par des cartes, par peut-être des schémas. Quand il s'agit de généalogie, il y en a beaucoup aussi dans le Silmarillion, d'illustrations aussi d'articles
d'artistes divers et variés pour Donc, rendre voilà. le podcast encore plus vivant, mais toujours, comme Cyril le dit, d'abord en audio podcast. Et ça, c'est à discuter encore entre nous. Nous y réfléchissons ardemment et nous allons voir ce qu'il est possible de faire. Ouais. On Et verra c'est la pour ça, faisabilité de la chose. c'est pour ça que la question de la diffusion, évidemment, sera moins récurrente, puisque si on veut faire des émissions plus qualitatives avec, si on rajoute de la vidéo, effectivement, comme tu l'as dit, des illustrations, etc., ça prendra évidemment un temps de montage et de préparation plus De long. tournage aussi. Et donc, En plus de notre ça ne travail pourra- sur le côté, Ouais. qui nous demande aussi de calmer un peu, je pense, la fréquence, malheureusement. Donc ça ne pourra pas sortir toutes les semaines, mais quand on aura décidé de la fréquence, on s'y tiendra, comme on l'a toujours fait jusqu'ici. Et Quand- ce sera pour un mieux. Alors quand est-ce que ça Quand arrivera? La question de la date. Alors malheureusement pour le moment, on pas sait le un dire. peu. On peut pas. On peut pas dire une date précise. Non, bien sûr, on peut pas dire une date précise. En tout cas, nous, ce qu'on a décidé, ce qu'on voit clairement ici, c'est que ce serait un peu dommage de commencer avant les vacances, pas les vacances, mais l'été, avant Ouais, le mois parce de juillet et qu'on- d'août, ouais. parce Ce serait qu'évidemment, pas avant le mois de septembre, en nous, tout on cas. n'est pas là, etc. Et en plus, on va vous faire quelques épisodes d'ici là. Et du coup, on penche pour septembre, donc c'est vrai que ça fait un peu une longue pause. Nous, je pense que ça nous fera aussi un peu du bien. Moi, j'ai beaucoup de voyages de prévus, on a beaucoup de travail de prévu, donc ça peut nous permettre en fait de préparer tout ça. Comme je le disais, il y a aussi d'autres chapitres qui viendront, mais malheureusement et heureusement, nous serons de retour plutôt du côté de septembre. Donc, Ouais. voilà. Peut-être pour l'anniversaire de notre cher Bilbon pour ses 132 ans, qui sait, on peut peut-être essayer de le célébrer ainsi. Alors, juste pour préciser, pour les personnes qui nous aident financièrement par mois, il y a des personnes qui nous donnent de l'argent régulièrement, sachez que donc, évidemment, l'émission va connaître une pause. Comme on l'a dit, on va poster quelques épisodes, mais la récurrence va être moins grande. Les épisodes, l'hébergement nous coûte toujours de l'argent, donc ça, nous, on va toujours payer l'hébergement. Évidemment, on comprend tout à fait pour les personnes qui voudraient arrêter leur contribution, puisqu'on va prendre un moment de pause. On comprend tout à fait. Si vous arrêtez, sachez que si vous continuez, ça paiera l'hébergement, tout simplement. Et puis peut-être même le financement de matériel à la pour la rentrée. suite, puisqu'on aura peut-être besoin de plus de matériel. studio pour nous aider pour l'éventuel tournage si on arrive à pouvoir tourner ces épisodes et à les filmer. Donc voilà, sachez que vos dons que vous faites ne serviront pas à nous acheter du saucisson plutôt qu'à le voler, mais seront vraiment réinvestis dans ce podcast. Donc voilà, on comprend tout à fait pour ceux qui veulent arrêter, pour ceux qui veulent continuer, un grand merci. Et puis voilà. Ben oui, toutes les annonces ont été faites, ça y est. Nous vous tiendrons de toute façon au courant des décisions qui sont prises en temps voulu, Oui. de la manière dont nous nous y prendrons, et nous serons assez clairs et précis là-dessus, on ne vous laissera pas trop dans le vague. Mais en tout cas, sachez déjà qu'on vous retrouvera très bientôt, dans quelques semaines, pour ce remix, ce redux de notre premier épisode prologue. On vous en dira plus sur les réseaux sociaux. Il va arriver très très vite. Il arrivera assez rapidement. Et d'ici là, profitez-en pour peut-être réécouter le podcast. Si on avait un auditeur qui nous envoyait un message hier sur Instagram en disant qu'il en était à sa 3e réécoute complète. Oula. Eh ben merci. Il en a pas marre de nos voix là. Toujours pas, visiblement. Il y a des gens qui apprécient autant. Eh bien écoutez, il est temps maintenant pour nous de vous dire à plus, au revoir, à bientôt, adieu, et de vous remercier une ultime et dernière fois pour votre fidélité, vos écoutes, vos messages, vos interactions, vos dons Tipeee. Et puis c'était un vrai plaisir de faire ça avec vous, même Julien et Fix, on l'a fait. On vient de finir les 3 livres. Ouais, Félicitations, bravo. Wow. Quel plaisir bien partagé. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée, et puis que votre vie se passe bien, et à bientôt. Ah, j'ai envie de dire à la semaine prochaine, mais je peux pas. Pareillement, un grand merci à toutes et à tous, très fier du travail accompli, très heureux de vous avoir eu avec nous pendant tout ce temps, et pour encore tout le temps à venir, un tout grand merci. À bientôt. À bientôt.